Merci à tous. Merci aux organisateurs, merci à Monsieur Zeller de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler des chappuis. Vous entendez bien, ça va voilà. Effectivement, je vais vous parler des chappuis d'Amboise, donc qui ont fait l'objet d'un gros livre pour lequel le rapport poids-prix est vraiment indéniable. La qualité, j'espère qu'elle l'est aussi. La famille Chappuis, donc c'est un nom qui est assez répandu, y compris dans la région lyonnaise. Et ce qui est assez marrant, c'est que les Chappuis ont souvent le même blason, même si on n'a pas pu établir qu'ils avaient une même souche familiale que les Chappuis des environs. Nous, on a étudié ceux qui étaient basés à Amboise, qui aussi vont passer à Lyon, vous allez voir, bien sûr, il y a un rapport. Mais on a trouvé aussi des Chappuis à Condrieu, on a trouvé des Chappuis à Pommier, on a trouvé quelques personnages qui ont été échevins de Lyon qui avaient ce même blason, avec de très légères variantes. Alors bon, c'est vrai qu'un blason, c'était aussi un peu un rébus par rapport au nom de famille. Donc ça peut être qu'un mot d'ancien français, un symbole d'ancien français, était systématiquement représenté de cette manière-là. Mais voilà, c'était intéressant de lever ce problème-là. Nos Chappuis à nous sont basés à Amboise, dès le XVe siècle. En fait, dans la toute première archive de l'Assemblée de la commune d'Amboise en 1452, il y a un Chappuis qui est présent. Il s'appelle Jacquet. Et ensuite, on a un autre Chappuis juste après qui s'appelle Héliot. On pense que c'est son fils, mais le lien n'est pas vraiment établi. Et Héliot était sommelier de l'échansonnerie du Dauphin, c'est-à-dire qu'il s'occupait des boissons du Dauphin. Le Dauphin, c'était Charles VIII, qui était tout jeune, puisqu'on a ce document qui le nomme sommelier en 1472, à un moment où Charles VIII n'a que 2 ans. Donc sa maison est certainement en train d'être construite, enfin sa maison, les personnels domestiques de sa maison. Et ce Héliot Chappuis est recruté à ce moment-là et il est dispensé de la taille. C'est comme ça qu'on a un document, puisque ceux qui travaillaient à la maison du roi, de la reine ou du dauphin étaient dispensés de la taille. Donc il fait valoir cette dispense auprès de la ville d'Amboise. Alors il y a 2 personnages connus. En fait, quand on a commencé cette étude, on l'a commencé en 2009. On a travaillé 12 ans dessus. Et au commencement de cette étude, il n'y avait que 4 Chappuis qui étaient connus. Nous, aujourd'hui, on en connaît 16 qu'on a essayé de relier les uns avec les autres. Il y en a 2 qui sont plus connus que les autres. C'est essentiellement de ces 2-là que je vais parler aujourd'hui. Le premier s'appelle Claude Chappuis et le deuxième est son neveu qui s'appelle Gabriel Chappuis. Ce Gabriel Chappuis va s'installer pendant une partie de sa vie à Lyon et je vais évidemment insister sur ce passage-là. Mais pour le comprendre, il faut remonter un petit peu en amont. Je vais voir si ça marche mon truc là. Ouais. Donc il y a juste une rue qui s'appelle Chappuis de cette famille-là en France. Elle est à Amboise. C'est la rue Claude Chappuis. Alors ils mettent poète, vous allez voir qu'il est beaucoup plus qu'un poète, et ils mettent né en 1500, en fait c'est à la louche, ça c'est au doigt mouillé, hein, ils ne savent pas vraiment quand est-ce qu'il est né. Ce Claude Chappuis, nous on pense qu'il est né plutôt vers 1498, parce que la première occurrence où on l'appelle maître, c'est en 1519, et donc pour être appelé maître, il fallait avoir passé une maîtrise, et à l'époque le cheminement normal était d'avoir la maîtrise à 21 ans. On peut très bien prolonger les études davantage, mais comme il était basé à Amboise où était la cour, on pense qu'il est rentré immédiatement au service du roi, et donc il a fait vraiment cette maîtrise et ensuite passé au service du roi. Donc il sera né à peu près vers 1498. On pense qu'il est né à Amboise, on sait assez peu de choses de sa vie, on ne connaît pas ses parents. On pense que ce Héliot était son grand-père, mais pas son père, on ne connaît rien de ses parents. Et sans doute né à Amboise, il y a un seul document qui le prouve. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de paléographie, moi c'est vraiment mon dada, mais vraiment là c'est écrit comme un cochon. Hein. Et donc je vous l'ai transcrit en dessous. Donc c'est marqué, c'est une lettre, c'est un post-scriptum d'une lettre du cardinal Jean du Bellay qui demande, donc en latin, un canonicat et une prébende à l'église Saint-Lazare d'Autun pour maître Claude Chappuis d'Amboise. Donc c'est vraiment la première chose qui le pose à Amboise. Et comme on sait qu'à cette époque-là, il y a une famille Chappuis installée à Amboise, on peut penser qu'il est issu de cette famille et qu'il est né à Amboise. Il est valet de chambre de Louis XII et de François Ier. Alors c'est intéressant, on a vraiment pris le parti pris de travailler sur une famille et pas sur une personne. Souvent on lit des biographies. Mais quand on travaille sur une famille, on se rend compte de manière très surprenante que les personnages se répondent l'un l'autre. En cherchant sur un des membres de la famille, parfois on trouve sur un autre de cette famille-là. Et celui qui n'étudie qu'un membre de la famille va laisser l'information de côté. Mais celui qui étudie toute la famille va trouver là quelque chose qui n'aurait jamais été pensé chercher à cet endroit-là s'il avait étudié une seule personne. Et donc c'est son neveu qui nous en informe de ça.
Gabriel Chapuis, qui traduisait des livres, mettait en préface de ses livres une épître dédicatoire. Il dédiait ça à un puissant du royaume pour récupérer quelques sous. Et donc, il parlait un petit peu de tout, de n'importe quoi, de mythologie. Il louait évidemment le dédicataire. Et à un moment, il parle de l'office de valet de chambre du roi. Et il dit « En laquelle charge et office était établi feu Claude Chapuis, mon oncle », donc c'est comme ça qu'on connaît ce lien de parenté exact, du règne des rois Louis XII et François Ier, duquel il était même libraire ou garde de sa librairie, qui était alors à Fontainebleau et maintenant à Paris. Donc il a été valet de chambre de Louis XII. C'est vraiment la seule trace qu'il a été au service de Louis XII. On sait qu'il a été au service de François Ier, on va en parler. Mais qu'il ait, dès 1514, été au service d'un roi, ça c'est vraiment la seule trace qu'on a pu trouver. Alors il arrive très vite à la cour. La première charge qu'il possède à la cour, c'est celle de sommelier de la chapelle royale. Donc il est chargé de s'occuper de tout le matériel destiné à célébrer la messe royale pendant les déplacements du roi. Donc il va s'occuper de transporter les vêtements des ecclésiastiques, tous les livres destinés à la messe, les livres d'heures, les missels, etc., les livres de chant. Donc il a vraiment ce rôle important pour l'organisation des messes royales. Entières, parce qu'ils sont 3 à s'occuper de cela, pendant 4 mois de l'année, et ensuite ils vont vaquer à leurs occupations et puis continuer de s'occuper de leurs affaires. Mais il est l'un des 3 dès 1520. Alors, on lit un peu partout que c'est à partir de 1521, puisque quelqu'un au 19e siècle a écrit la date de 1521. Nous, on est allé rechercher les états de la maison du roi année après année, et c'est en 1520, pour la première fois, qu'il occupe ce poste de sommelier de la chapelle royale. Ensuite, il est connu comme poète, comme le disait la plaque à Amboise. Alors, c'est un poète de cour, c'est-à-dire que ses premiers écrits sont des petits poèmes très superficiels qui n'étaient pas du tout destinés à être publiés. On s'échangeait ça entre poètes de la cour, le roi, la reine. François Ier pensait être un poète de très haut niveau, donc adorait écrire des petits poèmes. La reine, sa sœur Marguerite de Navarre aussi. Et puis il y avait d'autres poètes comme Clément Marot, comme Héroët de la Maisonneuve, comme Mélin de Saint-Gelais, Victor Brodeau, etc. Et alors... Moi, j'ai lu des registres où il y avait des poèmes qui étaient recopiés comme ça, mais manuscrits, pas du tout publiés. Vraiment, ceux que je trouvais les plus mauvais, c'était ceux de François Ier. Dès que c'était écrit à la serpe et qu'on se disait, mais qui est-ce qui a pu écrire ça? C'était signé par le roi en dessous. Donc, il commence comme ça par ces petits poètes, et ces petits poèmes, il se distingue comme poète à la cour. Ensuite, en 1535, Clément Marot, qui a des sympathies protestantes, est menacé et doit partir en Italie. Il est accueilli à la cour de Ferrare. Et pour garder un lien avec les poètes à la cour de France, il écrit un blason, un petit poème qu'on appelle le blason du beau Tétin, donc un petit poème sur le sein féminin, pour louer la beauté du sein féminin. Et puis il l'envoie à ses amis poètes à la cour de France et il leur dit « mais faites pareil, prenez une partie du corps et faites un blason dessus ». Claude Chapuis a fait le blason de la main. Alors, on lui en avait donné quelques autres parce qu'ils ne sont pas tous signés. Donc, on pensait qu'il avait signé le premier, le blason de la main, puis que les suivants, qui n'avaient pas de signature, étaient aussi de lui. On est revenu un peu sur cette idée-là maintenant. Donc, il a écrit le blason de la main, ça c'est à peu près sûr. Ces blasons qui ont eu pas mal de succès ont ensuite été regroupés par différents éditeurs, notamment lyonnais, puis publiés. Alors au début, on en publie à la fin d'un recueil, on en met une douzaine, et puis ça monte jusqu'à 39 ou 40 blasons qui sont ensuite publiés dans un registre à part qui s'appelle Blason du corps féminin. Un autre moment où on le voit en tant que poète, c'est à propos des amours de Cupidon et Psyché. Donc un poète latin qui s'appelle Apulée a écrit ce qu'on appelle les Métamorphoses, donc les Métamorphoses d'Apulée qui vantent les amours de Cupidon et Psyché. Ce sont 32 poèmes, 32 huitains, qui ont été écrits en italien à l'époque. Et François Ier a aimé ces poèmes et voulait les mettre au bas de tapisseries. Voulait faire toute une série de tapisseries qui évoquent les amours de Cupidon et Psyché avec en bas les poèmes. On ne sait pas si ça a été fait parce qu'on n'a jamais retrouvé ces tapisseries, mais il a demandé à 3 poètes de traduire ces poèmes qui étaient en italien en français. Claude Chapuis est l'un d'entre eux. Il traduit les 10 premiers. Alors, ces 32 poèmes italiens ont d'abord été seulement 30 poèmes en français. Il y en a 2 qui sont passés à l'as, qui ont été retraduits seulement plus tard. Et Claude Chapuis se charge des 10 premiers. On le sait parce qu'en fait, on a quelques ouvrages qui les publient. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vitraux qui ont été faits comme ça, tout dans des tons de grisaille, et puis il y a quelques touches de jaune. On voit un personnage ici dans la coiffure et en jaune d'or, pardon. Et ces poèmes sont en bas. Et ce sont 44 vitraux qui sont aujourd'hui au château de Chantilly, dans ce qu'on appelle la galerie de Psyché.
Et vous pouvez les admirer toujours aujourd'hui. Et donc sur l'image que j'ai mise sur l'écran, ce sont des extraits des huitains de Claude Chapuis. Donc ça, c'est une œuvre assez intéressante à signaler. Il est aussi témoin des événements de son temps, c'est-à-dire qu'il va publier des poèmes liés aux événements politiques de son temps. Alors par exemple, Charles Quint, qui était en Espagne, veut aller à Gand, en Belgique, pour mater une révolte des bourgeois de Gand. Et François Ier, qui veut être duc de Milan et qui veut être intronisé duc de Milan, veut se faire bien voir par Charles Quint, lui autorise à traverser le territoire français pour se rendre plus rapidement d'Espagne à Gand. Et donc, ce sont des fêtes dans chaque ville que Charles Quint traverse. François Ier va l'accueillir à Loches. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il souffre à ce moment-là. Il a des douleurs. Et il l'accompagne jusqu'à Saint-Denis. Et puis ensuite, l'autre part vers le nord avec des émissaires, enfin des nobles français qui l'accompagnent. Et donc, cet événement-là, la traversée du royaume par Charles Quint, est l'objet d'un poème qui s'appelle « La complainte de Mars sur la venue de l'empereur en France ». Alors évidemment, François Ier c'est un héros, et Charles Quint, c'est un petit bonhomme qu'on autorise à traverser la France. Il publie aussi L'aigle qui a fait la poule devant le coq à Landrecies. Alors là, ça veut tout dire. Landrecies, c'est une commune du Nord où les troupes de Charles Quint sont venues, les troupes de François Ier occupaient la ville, et puis finalement, personne ne veut engager le combat, et Charles Quint replie ses troupes. Et François Ier dit, on a gagné, la bataille de Landrecies est une victoire merveilleuse. Et donc Claude Chapuis publie L'aigle qui a fait la poule devant le coq. Donc l'aigle, c'est évidemment l'empereur, et puis le coq, c'est le roi, et donc qui a été plus fort que... Alors qu'en fait, il ne s'est rien passé, il n'y a pas du tout le moindre blessé à Landrecies. Il publie aussi Le sacré couronnement du roi Henri II, donc à Reims en 1547. Et puis un poème qui est un petit peu plus connu que les autres, s'appelle Le discours de la cour. Il le publie en 1543. En fait, c'est un jeune personnage qui arrive à la cour. Et on voit toutes les embûches, tous les obstacles qu'il rencontre. Les autres, enfin, les jalousies, les moqueries. On lui vole ses affaires, on lui coupe les cheveux pendant qu'il dort. Enfin, de tas de choses qui lui arrivent comme ça. Mais la conclusion, c'est quand même qu'il arrive au plus près du roi. Et que être au plus près du roi, c'est l'horizon indépassable. On n'a jamais rien fait mieux que ça. Et la monarchie française est vraiment le système politique le plus abouti qui puisse exister au monde. Voilà un petit peu l'idée de ce poème. Et puis ensuite, ça tombe très vite dans l'oubli. Les poètes de la Pléiade apportent un vent de fraîcheur sur toute cette poésie, et Claude Chapuis tombe très très vite dans l'oubli. Alors, il est secrétaire du cardinal du Bellay. Donc le cardinal du Bellay qui était évêque de Bayonne, puis ensuite évêque de Paris en 1532, avant de devenir cardinal en 1535. Et donc Claude Chapuis est son secrétaire dès les années 1520. On ne sait pas trop quand, mais en 1530, on a une lettre où il parle du cardinal du Bellay, son maître. Donc on sait qu'il est déjà à son service. Et il va 2 fois à Rome. Alors, Jean du Bellay est envoyé par François Ier en Angleterre parce que le roi Henri VIII veut divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, pour épouser sa maîtresse Anne Boleyn. Et le pape ne l'entend pas de cette oreille, puisque le pape est très proche de Charles Quint, qui est le neveu de Catherine d'Aragon, donc n'a pas du tout intérêt à ce divorce. Et donc François Ier essaye d'être un peu un entremetteur, dire voilà, on va aller voir le roi d'Angleterre, on va demander ce qu'il veut, on va aller voir ensuite le pape, on va essayer de trouver un accord entre les deux. Donc Jean du Bellay est l'émissaire qui fait un petit peu la navette entre les deux. Donc il va à la fin 1533 en Angleterre, et ensuite il va à Rome. Et pour aller à Rome, il part avec Claude Chapuis. Et comme il souffre de sciatique sur le chemin, il s'arrête à Lyon. Peut-être c'est un endroit où on souffre particulièrement de sciatique, je ne sais pas. Et il s'adjoint les services d'un médecin que vous connaissez peut-être, c'est un certain François Rabelais. Et donc François Rabelais part à Lyon avec toute cette troupe. Le cardinal du Bellay voyage en litière parce qu'il ne peut absolument pas être à cheval. Et donc ils arrivent à Rome, où le cardinal, le futur cardinal, il n'est pas encore, parlemente avec le pape. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas grand-chose à faire parce que le pape les fait un peu poireauter, il passe sa décision tout de suite. Et pendant ce temps-là, Claude Chapuis et Rabelais font une topographie de la Rome antique. Ils essayent de rechercher dans la ville de Rome tous les restes de monuments qui dataient de la Rome antique, avec le but d'en faire une espèce de plan de la Rome antique telle qu'elle est en 1534. Ce projet est assez abouti, et en fait, il se trouve qu'un Italien qui s'appelait Marliani a la même idée, un petit peu avant eux, et publie son ouvrage avant le leur. Et très beau joueur, Rabelais et du Bellay et Claude Chapuis disent bon ok, nous on publie pas le nôtre, mais ils ont le droit de publier une introduction en latin, et dans cette introduction on cite le nom de Claude Chapuis qui a participé aussi à un projet comme ça de topographie de la Rome antique.
Ça, c'est le premier voyage à Rome. C'est un échec. Le cardinal du Bellay n'arrive pas à annuler l'excommunication d'Henri VIII, donc c'est la naissance de l'église anglicane, etc. Claude Chapuis revient en France, et il est envoyé de nouveau, la même année, à l'été, à Rome, parce qu'en fait, le pape est en très mauvaise santé, on pense qu'il va mourir, et les cardinaux français partent là-bas pour participer au conclave et élire le pape suivant. Et donc Claude Chapuis, qui connaît très bien Rome, puisqu'il a parcouru les rues de Rome pour retrouver les restes de la Rome antique, il va les accompagner un peu comme un guide au sein de la ville. Donc 7 cardinaux français prennent le bateau à Marseille. Il y a 20 galères qui sont affrétées, on prend des forçats dans les prisons pour ramer, et il arrive des événements absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'un bateau en éperonne un autre, il y a le feu qui prend à bord d'un bateau, il faut qu'ils se jettent tous à l'eau pour pas mourir, enfin c'est des tempêtes incroyables. Et donc Claude Chapuis a écrit l'épître d'une navigation, un poème qu'on a en 3 exemplaires. Dans un exemplaire, il y a le titre, dans l'autre exemplaire, il y a sa signature, enfin avec les 3 exemplaires, on arrive un petit peu à regrouper tout ça. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un extrait qui m'a totalement savoureux. Vraiment, j'ai adoré cet extrait, donc je vous le montre. Moi, il m'amuse. Voilà, je vous l'ai transcrit à côté. Là, c'est bien écrit, au contraire. Donc, c'est la panique à bord des bateaux qui se sont éperonnés. Chacun parlait à Dieu, à sa mère et aux saints. Ils pensaient tous mourir, combien qu'ils fussent saints. L'un du corps rien n'espère et songeux de son âme invoque à haute voix pour secours Notre-Dame, du Puy et de Lorette et d'autres qu'il n'a vus, qui sont à un chacun par miracle connus. L'un se voue à Saint-Claude et l'autre à Saint-Pierre, et tous n'ont point le ciel, mais demandent la terre. Voilà. Ils veulent mettre le pied sur la terre ferme, tellement c'est compliqué pour eux pendant cette navigation. Mais parler à ce point de cardinaux, d'avoir ce regard ironique sur les cardinaux, alors que lui-même va finir ecclésiastique, c'est quand même assez fort à cette époque-là. Moi, j'ai adoré le dernier vers, tous n'ont point le ciel, mais demandent la terre. Voilà, donc ça, c'est un autre aspect de la vie de Claude Chapuis, le secrétaire du cardinal du Bellay. Et donc, en 1535, le nouveau pape, j'ai son nom quelque part, je ne l'ai plus en tête, c'est Paul III, c'est Clément VII qui est décédé, c'est Paul III qui est élu pape, et Paul III, qui est pro-français, va nommer cardinal du Bellay, Jean du Bellay cardinal en 1535, l'année suivante. Et cette fois-ci, Jean du Bellay ira chercher le chapeau de cardinal à Rome et Claude Chapuis restera à Paris et servira un petit peu d'intermédiaire entre les deux. Et c'est lui qui portera les intérêts de Jean du Bellay auprès du roi. Une partie importante de sa carrière aussi, c'est d'être le libraire du roi. Alors ça, c'est un truc très important, mais je me suis régalé à faire ça. En fait, il y a une première chose qui s'appelle la librairie royale, ce qui est l'ancêtre de la BNF. Cette librairie royale, c'est Louis XII qui l'a créée. En fait, il prend les livres de ses ancêtres, de la famille d'Orléans, qui était au château de Blois, et il les met dans une salle à part du château, qui s'appelle donc la librairie royale. Cette librairie, pour la première fois, alors que c'était des livres privés, des livres familiaux, il l'ouvre aux savants, il l'ouvre aux ambassadeurs des cours étrangères, il l'ouvre à tous ceux qui seraient intéressés pour consulter les ouvrages. Et on continue d'alimenter cette librairie. Quand Louis XII décède, François Ier arrive au pouvoir, et donc il continue aussi d'alimenter cette bibliothèque qui va enfler, jusqu'à partir ensuite en 1544 à Fontainebleau, ensuite vers 1570 à Paris, et devenir la bibliothèque royale, puis la bibliothèque impériale, puis la bibliothèque nationale de France aujourd'hui. Mais à côté de cette librairie, il y a une autre entité, qui est la librairie du roi. C'est-à-dire que ce sont les livres personnels de François Ier. François Ier a pas mal de livres personnels qui ont plusieurs sources, donc c'est ça dont je vais parler maintenant. Il a d'abord les livres de son père et de son grand-père qui étaient comtes d'Angoulême, qui étaient basés à Cognac. Il récupère les livres de Louise de Savoie, sa mère, quand elle décède en 1531. Il récupère aussi les livres du connétable de Bourbon qui trahit la France pour aller rejoindre Charles Quint, enfin qui est un petit peu acculé à trahir la France pour aller rejoindre Charles Quint. Et donc tous ses biens sont saisis à Moulins et à son décès sont transmis pour certains au roi, pour certains à Louise de Savoie qui reviennent au roi au bout du compte. Et puis tout un tas de livres qu'on lui offre. Que pour qu'un livre soit soutenu, eh bien, il faut que l'écrivain l'offre au roi. Donc on a des miniatures avec le don du livre au roi. Et donc il a toute une librairie comme ça de plusieurs centaines d'ouvrages. Et donc il a une personne qui se charge spécifiquement de gérer ses livres personnels et de les emmener en voyage. Quand il part faire n'importe quel voyage, il a envie d'avoir des livres avec lui, de montrer des livres aux gens qu'il va rencontrer. Et donc il faut quelqu'un qui gère ces livres, qui soit capable de les trouver rapidement, de les mettre dans des malles qui servent au transport, et quand il les demande, de les trouver facilement. Claude Chapuis va être, à partir de 1532, ce libraire. Donc il est chargé du transport et de la gestion des livres du roi. Et donc il va avoir plusieurs actions dans ce cadre-là. D'abord, il va relier plusieurs ouvrages avec les armes du roi. Alors c'est des ouvrages magnifiques,
voilà, de cet ordre-là. Et donc on voit des ouvrages donc, en cuir, avec, on voit les armes de France, on voit les 3 fleurs de lys, on voit la couronne, on voit des F, il y a des F un petit peu partout, de François Ier, mais c'est jamais tellement exactement la même, il y a toujours des petites variantes entre les différentes reliures. Donc ça, on a une quittance comme ça où Claude Chapuis se fait rembourser une somme pour la reliure de certains livres qu'il a payé avec ses propres sous et que le roi lui rembourse. Mais il y a aussi une bibliothèque italienne. En fait, François Ier, c'est lui qui a créé ce qui est maintenant le Collège de France, qui s'appelait à l'époque le Collège des lecteurs royaux. Et ce collège devait enseigner ce que l'Université de Paris n'enseignait pas, et notamment le grec. Et donc François Ier se met en tête d'acquérir des ouvrages en grec pour servir à l'enseignement au sein du futur Collège de France, qui va mettre beaucoup de temps à démarrer, encore plus de temps pour avoir des locaux, mais il achète quand même des livres pour cela. Et donc c'est une bibliothèque qu'on appelle italienne parce que la plupart des livres sont achetés à Venise, puisque quand Constantinople est tombé, la plupart des érudits de langue grecque sont venus à Venise, et donc il y a beaucoup d'ouvrages en grec à Venise. Et donc François Ier va envoyer plusieurs intellectuels, plusieurs érudits à Venise pour acheter des manuscrits et les ramener en France. Il y a plus d'une centaine d'ouvrages qui nous sont parvenus aujourd'hui. Et ces ouvrages vont tous recevoir une reliure spécifique. J'en ai montré plusieurs comme ça. Elles ont toutes des points communs. On a toujours les armoiries avec les 3 fleurs de lys, les armoiries de France, la couronne fermée au-dessus, le collier de l'ordre de Saint-Michel avec les coquilles là, qui fait le tour des armoiries. On a les 2 F sur les côtés avec une couronne, une salamandre dans les flammes en dessous, la salamandre qui était l'emblème de François Ier. Et là aussi, tout ça c'est en commun à toutes ces reliures, mais à chaque fois il y a des choses différentes. On voit de l'or, on voit de l'argent, on voit toute une frise de fleurs de lys ou seulement aux 4 coins. Voilà. Tous ces ouvrages sont absolument très très précieux aujourd'hui encore. Ils sont à la Bibliothèque nationale de France. Et donc c'est Claude Chapuis qui se charge de faire cette reliure à un relieur qui s'appelait Étienne Roffet, qui avait un emblème qui était le faucheur, donc on disait toujours à l'emblème du faucheur. Et donc c'est Claude Chapuis aussi qui se fait rembourser les sommes qu'il avance pour faire ces reliures. Et dans ces reliures, il y a une innovation majeure, et les conservateurs de la BNF pensent que c'est Claude Chapuis qui est l'auteur de cette innovation, parce qu'auparavant, la plupart des ouvrages étaient reliés avec des reliures en tissu ou en velours. Et souvent, on écrivait le titre du livre, soit sur la couverture à la plume et à l'encre, soit sur la tranche, mais les livres étaient posés à plat dans les bibliothèques. Et donc, on écrivait le titre, comme c'est fait ici, dans ce sens-là. Mais là, maintenant, ce sont des ouvrages avec des reliures de cuir. On ne peut plus écrire le titre sur la couverture ou le titre sur la tranche. Et donc, l'idée que va faire développer Claude Chapuis, ce sont d'abord un rangement vertical. On va ranger les livres comme ça. Et pour cela, il va mettre ce qu'on appelle un titre horizontal doré au dos. Le titre va être écrit horizontalement, ici, en lettres d'or. Donc je vais mettre quelques exemples. Voilà, toute une série d'ouvrages. Et puis encore un autre ici. Donc là aussi, ils sont tous un peu différents. Mais on voit que le titre, c'est un livre d'Hérodote, un livre d'histoire sur la guerre entre les Grecs et les Perses. Donc c'est Hérodoto, là, qu'on voit en haut. Il y a des fleurs de lys, il y a des F. Là, on voit très très mal, parce que quand c'était argenté, c'est vite parti. Mais entre la fleur de lys et le Hérodoto, on voit des F, qu'on voit aussi un peu partout. Et voilà, c'est Claude Chapuis qui a apporté cette innovation du titre horizontal doré sur la tranche du livre. Il n'y a pas que ça. Pour ces livres, pour les retrouver, il fallait quand même les ranger. Et on ne les range pas n'importe comment. Donc il va inventer un système de classement qui est spécifique à ces livres-là. Il va leur mettre une cote en chiffres arabes, en général à l'intérieur, en haut à gauche du livre, mais pas toujours. Et cette cote, par exemple, les livres d'Aristote ont la cote 113, des livres d'astrologie, c'est entre 48 et 50. Voilà. Ils sont classés par thème, pas par langue. Enfin, si, par langue, pardon. Ils sont regroupés par langue, mais on peut mélanger des manuscrits ou des imprimés, ça ne pose aucun problème. Les formats ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des points communs comme ça aux différents ouvrages. Alors, je vous ai mis un exemple ici. On voit une page de garde d'un des ouvrages. Cet ouvrage, j'ai mis la cote à côté. C'est le psaume de la pénitence, le numéro 224 des manuscrits français. Et donc, le 195, qui est en haut à gauche, là-haut, c'est la cote de François Ier, donc qui a été écrite, on le pense, par Claude Chapuis. Un autre exemple, on le voit en bas ici. C'est tout petit. Il y a un numéro 200 à gauche qui est recopié encore ici au milieu. Et donc ça, c'était le fameux Hérodoto là qu'on a vu de l'autre côté, Hérodoto Halicarnasso Historico, la guerre entre les Grecs et les Perses. Et donc ces cotes, moi j'étais les chercher
partout où j'ai pu, j'ai cherché des cotes de François Ier pour essayer de voir si c'était la même écriture tout le temps. Parce que il y a eu une exposition à la BNF et les deux conservateurs qui ont fait l'exposition pensent qu'il y a deux écritures. Et pensaient que c'était soit Claude Chapuis et le libraire d'avant lui, soit Claude Chapuis et quelqu'un qui l'a aidé, un commis qui lui a été assigné pour mettre ses cotes. Moi, je suis allé voir des bouquins. Alors, on pense aujourd'hui qu'il en reste 470 qui ont appartenu à François Ier. Et voilà, 470. Parmi ceux-là, moi, j'en ai consulté 380. Sur ces 380, je pense avoir retrouvé la même écriture sur 361 d'entre eux. Donc vraiment, très très majoritairement, cette même écriture. Et cette écriture, je pense que c'est celle de Claude Chapuis, parce que quand il était à Rome, il a écrit une lettre codée à Jean du Bellay, et cette lettre codée utilisait des chiffres. Et donc on sait à peu près comment il écrivait les chiffres. Donc on a réussi à trouver un petit peu son écriture. Donc je vous les mets un petit peu plus tard. J'ai avancé. Hop, voilà. Donc c'était ça son écriture. Donc il avait des 1, c'était juste une petite barre. Il n'y avait pas la petite patte avant, c'était juste une petite barre. Ces 2, on le voit sur le 200 qu'il y en avait la page d'avant, mais c'est comme des Z avec un coin anguleux, c'était pas du tout en rondeur. Le 3, il est un petit peu particulier aussi, c'est que le haut du 3 est horizontal, mais le 3 s'étire assez loin en général en bas à gauche. Et de même le 6 s'étire assez loin en haut à droite. On le voit sur le 136 qui est là-bas. Pareil, le 9 a tendance à s'étirer assez loin. Deux particularités notables. Le 8, il est toujours de guingois. La boucle du bas, elle n'est pas pile en dessous de la boucle du haut, elle est toujours un peu plus à droite. Toujours un petit peu bancal, ce 8. Et puis l'autre encore une autre, le 5. Le 5 est toujours fait sans lever la plume. Nous, aujourd'hui, on fait comme ça, puis ensuite on fait comme ça. Lui, il fait toujours d'un seul geste, mais alors, un peu particulier, c'est-à-dire qu'il fait la première partie, et il remonte avant de redescendre. J'ai trouvé beaucoup de 5 qui ressemblaient à des S, en fait. On faisait comme ça et on descendait sans arrêt. Mais lui, il remonte avant de redescendre, systématiquement. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant, c'est la ligature entre le 4 et le 3 dans 43. Pareil dans le 42, on le voit dans le 242 là. C'est-à-dire qu'il fait d'un seul coup, il fait la barre du 4 et il enchaîne sur le 3. Il enchaîne sur le 3 sans lever la plume, pareil pour le 2 et un petit peu pareil pour le 9 aussi. Les deux se touchent. Voilà, je crois que... Ah oui, alors, on n'a pas trop compris pourquoi. Les 136 ont tous cette espèce de gros 7 là. Et on pense que, comme il rangeait ça dans des coffres, ou dans des étagères, peut-être c'était au bout à droite, pour montrer que c'était tout au bout à droite. Il a fait comme un coin d'étagère, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, ce symbole-là, mais quasiment tous les 136 ont ce petit angle droit, là, qui n'est pas tout à fait droit d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, vous vous rendez compte quand même, j'ai été à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, j'ai tenu ces livres dans mes mains, et à un moment, je me suis dit, mais quand même, je tiens un livre qui a appartenu à François Ier, dans lequel Claude Chapuis a écrit une cote. Et Claude Chapuis, ça fait 12 ans que je travaille avec lui. Je l'appelle par son prénom. Pour moi, c'est Claude, c'est pas Claude Chapuis, si vous voulez. C'était un moment incroyable de se rendre compte de ça, de la chance que j'avais de toucher ces livres-là. On pense qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. On pense qu'il y en avait plus de 1000, en fait, des livres. Déjà parce que certains livres ont été peut-être perdus, mais aussi parce que ces livres ont été restaurés. Et les restaurateurs, des fois, quand il y avait une petite cote en haut à gauche, ils disaient, bon, le papier, il est pourri, on fout ça en l'air, on met une nouvelle page de garde au livre, et puis terminé. Et certains ont été perdus comme ça. Et des fois, on a retrouvé des cotes de Claude Chapuis, ici, à la fin du livre, à droite, parce que les restaurateurs ont enlevé les 2 pages de garde du début et de la fin, et quand ils les ont remises à l'envers. Donc la page qui était à la fin s'est retrouvée au début, et la page qui était au début s'est retrouvée à la fin, mais complètement à l'envers. Donc en fait, la cote était ici, derrière. Voilà. Et il a fallu que des professionnels de la BNF, parfois, aillent décoller la nouvelle page de garde pour qu'on puisse accéder derrière à la cote qui avait été recouverte par une nouvelle page pour restaurer le livre. Donc ça a été un gros travail de recherche. Mais c'était passionnant, quoi, quand je voyais un numéro 200. Le 200, c'est le plus fréquent. Il y en a 13 des livres de la catégorie 200. Et donc, en annexe du livre, on a mis la totalité des livres qu'on a trouvés, nous, avec les cotes, les 361 là, qu'on a trouvés, qui nous semblent être de l'écriture de Claude Chapuis. Voilà. Je ne suis pas expert en graphologie, mais on a l'impression que cette écriture a des points communs relativement caractéristiques.
On a trouvé aussi, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais on a trouvé aussi l'écriture de Claude Chapuis dans la numérotation de livres en grec. C'est-à-dire que les manuscrits grecs de François Ier arrivaient souvent sous forme de feuillets. Et donc, quand la bibliothèque est partie à Fontainebleau, en 1544, ils ont installé à Fontainebleau un atelier de reliure. Et avant de relier les ouvrages, il fallait les folioter, les numéroter. Et donc on a trouvé cette écriture de Claude Chapuis aussi dans 34 livres grecs. Donc c'est lui qui aurait simplement numéroté les pages. Un libraire, ça doit savoir tout faire. Bon, il s'est dit à un moment quand même, ce serait bien que je gagne un petit peu de sous. Et finalement, être ecclésiastique, c'est un bon moyen à l'époque. Donc il a voulu avoir une prébande. Il a écrit quelques poèmes au roi en disant voilà, pourquoi j'aurais pas une prébande. Elles sont citées dans le bouquin. Au connétable Anne de Montmorency, pareil, à Jean du Bellay. Et donc il hésitait entre Notre-Dame, la Sainte-Chapelle ou la cathédrale de Rouen. Rouen, je sais que vous êtes lyonnais et que entre villes comme ça, il y a une concurrence. Mais franchement, Rouen était la deuxième ville du royaume à l'époque, devant Lyon. Ça n'a pas duré longtemps, vous les avez éclatés maintenant, c'est vrai. Mais Rouen était une ville très importante parce qu'en plus, il y avait toutes les marchandises du Nouveau Monde qui arrivaient là-bas. Et les armateurs rouennais étaient extrêmement puissants. Et finalement, c'est à la cathédrale de Rouen où il va atterrir. Le doyen de la cathédrale meurt en septembre 1536 et Claude Chapuis active tout de suite ses soutiens pour dire « c'est pour moi ». Donc, d'accord, le roi le nomme doyen de la cathédrale. Donc, doyen, c'est le plus haut grade ecclésiastique de la cathédrale. François Ier le nomme, on a une lettre de soutien de Jean du Bellay, de plein de monde qui écrit au chapitre, voilà, on vous demande de nommer Claude Chapuis. Donc, il est nommé doyen par le roi. Sauf que le chapitre dit non, on va élire, nous, notre propre doyen. Parce qu'il y a le concordat de Bologne qui est entré en vigueur en 1516, après la victoire de Marignan. Et d'après ce concordat, François Ier pense qu'il peut nommer les principaux dignitaires ecclésiastiques français. Sauf que la liste est précise et que les doyens n'en font pas partie. Les doyennés restent électifs. Et donc le chapitre a tout à fait raison de vouloir élire son propre doyen. Mais c'est une bataille féroce entre le roi et le chapitre. Donc le chapitre ne peut pas manquer de respect au roi. Donc le roi dit on nomme Claude Chapuis. Le chapitre dit oui, bien sûr, mais vous comprenez quand même qu'on n'est pas assez nombreux pour voter aujourd'hui. Donc on va remettre le vote dans un mois, et puis ensuite ils le remettent dans 2 mois. Et puis ensuite le roi s'énerve, nouvelle lettre d'énervement du roi. Envoyez-moi 2 chanoines. Donc les 2 chanoines vont devant le roi. Bon, nous sommes votre humble sujet, nous allons respecter votre décision. Mais quand même, le doyenné, vous comprenez, enfin, c'est ça dure 1 an. 1 an de procédure, d'argustie, de discussion, de nervement. Et finalement, en avril 1537, Claude Chapuis se pointe devant le chapitre qui refuse de le recevoir. Donc le chapitre ne cède pas. Et celui qui était le chantre du chapitre, le numéro 2 dans l'ordre protocolaire, pose sa candidature pour devenir doyen. Et donc là, on est dans une impasse. On ne sait pas pourquoi, mais Claude Chapuis accepte de retirer sa candidature et d'être chantre. Donc le chantre actuel devient doyen et Claude Chapuis devient chantre de la cathédrale de Rouen. C'est en 1537, donc 1 an après, en septembre 1537, il devient chantre de la cathédrale de Rouen. Donc il va s'installer à Rouen, mais comme on lui dit, mais toi, t'es sommelier de la chapelle toujours, parce que sommelier de la chapelle, il l'est jusqu'en 1541, il est 22 ans en tout. Libraire, il l'est jusqu'en 1565, il l'est 33 ans en tout. Donc il a toujours à aller faire des choses à la cour. Donc dès que le chapitre a un problème, va en parler au roi, enfin on va régler ça rapidement. Donc il sert d'intermédiaire assez fréquemment entre la cour et le chapitre de Rouen. Donc il est en lien avec la cour. Alors comme il faut bien vivre quand même. Hein. Donc il a 4 cures dans les environs de Rouen et un prieuré. Donc souvent quand il y a une fête, on le sait parce que quand il y a une fête religieuse, il demande une dispense au chapitre de Rouen pour dire je vais voir mes ouailles dans telle ville ou à telle cure, à tel prieuré. Le grand moment, c'est le 1er octobre 1550. Henri II et Catherine de Médicis font leur entrée solennelle à Rouen. Enfin, Henri II le 1er octobre et puis Catherine de Médicis le lendemain, le 2. Et ça a été les plus belles fêtes qu'on ait organisées à l'époque. À tel point qu'on en a fait des livres dans des livrets avec des miniatures magnifiques pour immortaliser ça, pour vraiment garder la mémoire, la trace de ce qui avait été fait. Et ces fêtes ont été organisées par 9 personnes, désigné par la municipalité de Rouen, et parmi ces 9 personnes, il y a Claude Chapuis. Et donc, il y a un manuscrit à Rouen qui est magnifique. On voit des dessins comme ça, pleine page. Donc, on voit le roi sur sa tribune,
avec son symbole, la demi-lune. Il y a certainement la reine ou Diane de Poitiers dans les environs. Diane de Poitiers était adorée par le chapitre de Rouen. Elle était extrêmement pieuse, elle leur donnait du matériel religieux, des chapes en or, des choses comme ça, et donc ils ne lui refusaient rien à Diane de Poitiers. Vraiment, elle était, en plus Annette n'est pas très loin, donc c'était vraiment leur grande copine. Et donc défilent devant le roi tous les notables de la ville, donc en tête les ecclésiastiques, donc Claude Chappuis est certainement en blanc dans cette foule-là. Et puis tout le monde passe devant le roi, et une fois que le roi a vu passer tout le monde, il descend de son estrade, et on lui a préparé un parcours dans la ville, donc il sillonne la ville de Rouen, et sur ce parcours, il y a des scénettes qui ont été représentées pour lui faire passer des messages bien particuliers. La plus célèbre d'entre elles, c'est sur une île de la Seine, on a reconstruit comme une partie de l'Amérique du Sud. Donc il y a 2 tribus qui vivent sur cette île, et puis une des tribus est soutenue par les Français, il y a un drapeau français qui est planté, enfin un drapeau français, un drapeau avec les armes, le fleur de lys quoi, du roi, et puis l'autre n'a pas ce drapeau, donc elle n'est pas soutenue par la France, l'autre qui sont les méchants attaque la gentille tribu soutenue par la France, et puis finalement l'autre a le soutien des Français, donc ils arrivent à gagner, et puis ils commercent avec eux, ils leur donnent des petits outils, etc. Enfin, et puis on récupère leur or, voilà. Et donc c'est pour les armateurs qui veulent dire ce serait bien qu'on aille quand même conquérir le marché de l'Amérique du Sud, il paraît qu'il y a de l'or à foison là-bas, il faudrait bien qu'on aille le chercher. Henri II va être assez sensible à ça, il va installer un petit comptoir dans la baie de ce qui est maintenant Rio de Janeiro, mais en fait comme il décède brutalement à la fin de la décennie 1550, le successeur ne donne pas suite et les Français partent de ce petit comptoir. Voilà, donc un grand moment. Et donc le roi, après avoir vu toutes ces scénettes, est accueilli devant la cathédrale Notre-Dame de Rouen par Claude Chappuis, parce que l'archevêque était décédé quelques semaines plus tôt, le nouveau n'avait pas encore été nommé, et donc c'est Claude Chappuis qui est chargé d'accueillir le roi et de prononcer un discours devant lui et de le faire entrer dans la cathédrale. Voilà, vraiment un rôle très important à cette occasion-là. Alors ça ne pouvait pas bien se terminer. Il fallait un petit peu de piment quand même. Il est soupçonné d'hérésie. Début 1562, il assiste à un prêche protestant. Lui, il dit, mais c'est juste pour voir ce que c'était, c'est juste par curiosité. Simplement, il y a des chanoines qui l'apprennent, et ça ne se passe pas comme il l'aurait pensé. Donc, au début, on lui dit, écoute, on veut bien penser que c'est par curiosité, mais on voudrait que tu ailles voir l'archevêque de Rouen, et puis que tu aies un petit peu un blanc-seing, que tu aies un petit peu un mot d'excuse, et puis que tu puisses reprendre tes fonctions. Lui, il dit d'accord, il va voir l'archevêque, on ne sait pas ce qui se passe, mais la semaine d'après, il est viré. Donc on nomme à sa place de chantre quelqu'un d'autre. Et lui, il quitte le chapitre, donc au mois de mars 1562. Donc là, ça se passe extrêmement mal pour lui. Alors pendant 1 an, on perd sa trace. On ne sait pas s'il reste à Rouen et qu'il se terre chez lui sans bouger, s'il va ailleurs, s'il rejoint la cour, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais 1 an plus tard, en juin 1563, il redevient simple chanoine. C'est-à-dire que celui qui était devenu chantre à sa place a abandonné son canonicat et il postule pour récupérer ce canonicat et on lui redonne. Donc il redevient simple chanoine de Rouen. Mais en juillet 1565, c'est peut-être l'ambiance est peut-être un petit peu trop lourde pour lui. Il quitte Rouen, il échange ce canonicat avec une cure à Us, donc près de Pontoise, dans le Vexin français. Mais en octobre 1566, il revient et il devient chancelier. Donc il récupère une dignité ecclésiastique, la plus faible de toutes, puisqu'il y avait le doyen qui était vraiment cité en premier dans toutes les archives du chapitre. Il y a le doyen en premier, le chantre en deuxième, différents notables après, et le chancelier en dernier. Donc il devient chancelier de la cathédrale de Rouen. Il l'est jusqu'en 1572, il commence à avoir 74 ans là, donc il est plus tout jeune. Il abandonne le fait d'être chancelier, il reste simple chanoine. Et en octobre 1573, il prend sa retraite. On l'autorise à venir assister à la messe, évidemment, mais il n'a plus aucune fonction au sein du chapitre de Rouen. Et il décède le 17 novembre 1575, donc il a à peu près 77 ans. Il décède dans sa maison canoniale, à Rouen, et à côté de lui, dans sa chambre, il y a un perroquet dans sa cage. Et moi, je trouve l'anecdote assez amusante. Je ne pense pas qu'il y avait énormément de perroquets à l'époque, je n'ai jamais étudié la question, mais le perroquet qui vient d'Amérique du Sud, voilà, Rouen est la porte d'entrée de ces marchandises. Il a un perroquet à côté de lui dans sa cage quand il décède. Voilà, je trouve ça touchant parce que ça humanise un petit peu le personnage. On a son inventaire après décès, qui est extrêmement précieux. Ça permet de reconstituer sa vie quotidienne, le nombre de tables, le nombre de chaises, le nombre de bancs, qu'est-ce qu'il avait comme peinture accrochée au mur, etc. Mais surtout, on a sa bibliothèque.
Et donc moi, comme j'avais touché des livres précieux, j'ai continué de toucher des livres précieux. On essaie de la reconstituer parce que cet inventaire, il cite les livres, mais on met le premier mot ou les deux premiers mots du titre, souvent en latin, et puis hop, pour eux, ils savent quel livre c'est, mais nous, c'est pas facile de reconstituer. Donc j'ai passé plusieurs mois à reconstituer sa bibliothèque, à chercher quels étaient les livres qui en 1575 existaient et qui avaient un titre proche. Et donc c'est assez fascinant parce qu'il y a des bibles, bien sûr, il était religieux quand même, il y a des livres de théologie, il y a des livres de pères de l'Église, Saint-Cyprien, Saint-Augustin, mais il y a aussi des livres de catholiques fervents et de protestants. Alors le Mélanchton, là, c'est pas Jean-Luc, hein, c'est Philippe Mélanchton qui était le bras droit de Martin Luther. Donc il a été menacé, il a été soupçonné d'hérésie, et il garde dans sa bibliothèque des ouvrages qui peuvent le compromettre énormément. Malgré tout, il garde ses ouvrages. Il a des livres d'histoire. Il a la guerre des Gaules de Jules César, des livres d'historiens romains, Sallust, Suétone, Thucydide, mais aussi d'historiens contemporains, comme Gagin, Philippe de Comines, Claude de Seyssel, Guillaume Budet, etc. Un livre de géographie. Des livres, alors j'ai fait une grosse catégorie, philosophie, morale, droit, rhétorique, linguistique, parce que c'était pas facile forcément de classer tout ça. Vous voyez un petit peu les noms des personnes qui sont représentées dans sa bibliothèque. Des livres de poésie, donc aussi bien d'Ovide que de contemporains comme Jacques Tahureau, qui est un poète originaire du Mans, Ronsard et Joachim du Bellay. Des livres de sciences, alors sciences à l'époque plus ou moins rigoureuses, donc c'était un petit peu de l'astrologie, des choses comme ça. 2 dictionnaires et la quasi-totalité des ouvrages d'Érasme. Érasme est vraiment la figure majeure de sa bibliothèque. Érasme qui était pas protestant, qui était resté catholique, mais qui était pour un catholicisme renouvelé, restauré, etc. Donc c'est vraiment, je pense, qu'il était dans le sillage de la pensée d'Érasme. Et donc j'ai cherché ces ouvrages pour essayer de les reconstituer. Et je me rappelle, le jour de mes 50 ans, je vais à la bibliothèque Mazarine pour voir un ouvrage dont le titre pouvait ressembler à quelque chose qui appartenait à Claude Chapuis. Et j'ai trouvé ça. Et ça, c'était le livre de Claude Chapuis. Parce qu'il y a sa signature, là, en ex-libris, que je connaissais très bien, puisque toutes les quittances dont on avait avaient sa signature. Donc ça, c'était le livre qui avait appartenu à Claude Chapuis et qui était passé ensuite dans la collection de Mazarin et qui a abouti à la bibliothèque Mazarine. Voilà, c'est le seul dont on a la certitude qu'il a appartenu à Claude Chapuis. Bon, on a assez parlé de Claude Chapuis. Maintenant, Jean et Fouquet. Jean, c'est son frère. Il était procureur au siège royal d'Amboise. Et on sait que c'est son frère parce que c'est lui qui hérite à sa mort de ses biens. Donc ses biens sont vendus aux enchères, ses livres aussi. Et puis l'argent, une fois déduit toutes ses dettes et déduit tous les frais des notaires, des huissiers, etc., sont reversés à son frère. Donc il était procureur à Amboise. Alors il est présent à la saisie du château de Chenonceau en 54. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, moi ça m'a sidéré. En fait, Henri II, quand il arrive au pouvoir, enfin, je remonte encore en arrière. Chenonceau a été construit par Thomas Bohier et Catherine Brissonnet dans les années 1510, 1515, 1520 par là. Et quand ils décèdent tous les deux, on fait un audit de leurs comptes et on se rend compte qu'ils ont certainement détourné pas mal d'argent public. Donc on estime qu'on doit reprendre sur leur fortune ce qui a été détourné. Et donc le château de Chenonceau, qui leur appartenait, rentre dans le domaine du roi. Donc François Ier récupère Chenonceau, mais il n'en fait rien. Il le laisse à l'abandon. Et Henri II, quand il arrive au pouvoir, le donne à Diane de Poitiers. Donc c'est le grand château de Diane de Poitiers. Mais Diane de Poitiers, c'est très bien que c'est fragile comme propriété. C'est simplement par la volonté du roi qu'elle l'a eu. Mais si le roi décède, qu'est-ce qui se passe? Donc elle essaye un petit peu de blinder juridiquement sa possession du château de Chenonceau. Et donc voilà la technique qui est trouvée. On dit que ce château avait été estimé à 90 000 livres au moment où Bohier est exproprié. Et on dit mais il ne vaut pas du tout 90 000 livres. Il est estimé à la moitié, à 45 000 livres. Donc on s'est fait arnaquer, le royaume s'est fait arnaquer. Donc le château est rendu à l'héritier, au fils de Thomas Bohier, qui s'appelle Antoine Bohier, qui avait fui à Venise parce qu'il sentait un petit peu que ça n'allait pas bien. Et on lui rend de force le château. Mais on lui dit maintenant tu dois redonner 90 000 livres. Mais lui, il a le château qu'en vaut 45. Il les a pas, les 45 autres. Donc on dit on va le mettre aux enchères, ce château. On va le saisir et puis le mettre aux enchères. Donc le château est saisi et c'est Jean Chapuis, procureur, qui accompagne le sergent, qui à cheval vont d'Amboise à Chenonceau saisir le château. Donc c'est intéressant, comme vous allez voir la fin de l'histoire après. On reste là, je reviens à la suite. On sait que Jean Chapuis a 3 filles parce que lui, il est resté à Amboise.
Donc dans les archives des registres paroissiaux d'Amboise, on a 2 filles, une qui s'appelle Claude, en 1542, on a l'acte de naissance, et une autre s'appelle Mathurine en 1543. On sait qu'il y a une troisième qui s'appelle Gabrielle parce qu'elle est marraine en 1549 d'un jeune garçon. Et donc marraine, il fallait avoir au moins 8 ans pour être marraine, donc elle est née avant 1541. Donc il a au moins ces 3 filles-là. Et il est l'héritier de Claude, donc en 1575, donc il est encore vivant, il lui succède. On a trouvé aussi un Fouquet-Chapuis dans les archives d'Amboise, dans les parrains, les marraines, etc. Donc il est marié à une certaine Gassienne d'Espeigne. Ils ont une fille qui s'appelle Marie en 1535. Lui est parrain à plusieurs reprises, et elle, Gassienne d'Espagne, est marraine à plusieurs reprises. Et il est témoin du sergent d'Amboise quand il vient saisir Chenonceau. Parce que quand on saisit un château, on va coller des affichettes pour dire qu'il est saisi, informer qu'il va être mis aux enchères, pour que les acheteurs potentiels se fassent connaître et puissent enchérir et que le prix monte le plus haut possible. Donc on met des affiches sur le château de Chenonceau, mais aussi à Amboise. Et quand on met les affiches et qu'on vient les retirer 2 mois plus tard, il faut que des personnes de la ville attestent que les affiches ont bien été restées en place, sont bien restées en place pendant les 2 mois. Il n'y a pas un petit malin qui est passé juste après pour les remettre juste avant qu'ils reviennent et puis que personne soit au courant. Et parmi ceux qui attestent que les affichettes sont bien restées en place, il y a ce Fouquet-Chapuis. Donc c'est un peu, on ne sait pas le lien de parenté entre eux, mais c'est quand même bizarre que le procureur fasse appel à quelqu'un qui a le même nom que lui et que ce ne soit pas de sa famille. Il n'y a pas énormément de Chapuis non plus à Amboise. Et c'est renforcé par une autre chose qui est que en 1550, les gages de Claude Chapuis sont payés, c'est marqué, à ses frères. Donc on sait qu'il a au moins 2 frères. Jean en est un, on n'en a pas trouvé d'autres. Donc on pense que Fouquet pourrait être ce 2e frère de Claude Chapuis. Bon, je vous fais la fin de Chenonceau quand même. C'est que Diane de Poitiers achète le château de Chenonceau. Elle enchérit. Mais il y a quand même des gens qui... Donc les enchères montent de 45 à 50 000 livres. Donc elle l'achète pour 50 000 livres. Et donc, Boyer, il a 50 000 livres qu'il donne au roi. Mais il en doit encore 40. Et on lui dit, bon, finalement, on vous fait cadeau des 40, parce que le château en valait vraiment 90. C'est incroyable comme histoire, absolument incroyable. Bon, Diane de Poitiers pense avoir vraiment blindé juridiquement la propriété de Chenonceau. Elle se trompe. Quand Henri II décède, Catherine de Médicis dit, écoute, toi tu dégages, et puis terminé. Voilà. Elle lui file le château de Chaumont, où elle ne mettra pas les pieds, et elle se réfugie à Nette, dont elle bougera presque plus. Bon, on arrive à notre ami Gabriel. Donc, le neveu. Le neveu, on a fait pas mal de découvertes sur lui. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié beaucoup de livres, à Lyon, vous voyez. Et donc, il signe toujours ses livres par Gabriel Chapuis Tourangeau. C'était vraiment sa marque de fabrique. Ils avaient tous un petit mot comme ça. Il y en a un qui signait Jacques Charlot Champenois. Voilà, ils mettaient tous un petit peu leur origine derrière. Tourangeau, il y en a qui ont cru que c'était parce qu'il venait de Tours. Et non, en fait, l'habitant de Tours s'appelle le Turon. Et le Tourangeau, c'est ce qui vient de Touraine. Et Amboise est en Touraine. Donc ça pouvait être à Amboise. Et donc, il signe Gabriel Chapuis Tourangeau. Et donc, Antoine Duverdier, qui fait une grande bibliographie des œuvres françaises à la fin du XVIe siècle, eh bien, écrit qu'il est né à Tours. Il écrit « Gabriel Chapuis, natif de Tours, a été mis aux études par Claude Chapuis, son oncle, valet de chambre. » Et il se connaissait puisque Gabriel Chapuis a écrit un poème dans un livre d'Antoine Duverdier. Enfin, ils avaient des rapports l'un avec l'autre. Il a dédicacé un de ses livres à une fille d'Antoine Duverdier, etc. Donc, il avait des informations de première main. Ça ne passait pas par du on-dit. Donc, a été mis aux études par Claude Chapuis, son oncle, valet de chambre du roi François Ier et garde de sa bibliothèque royale. Voilà, on le sait. Et il met un petit peu plus tard qu'il a, on le voit avant-dernière ligne, il a déjà écrit en l'âge de 38 ans un grand nombre de volumes. Donc comme ça c'est écrit en 1584, en fait l'ouvrage paraît en 85, mais c'est marqué achevé d'imprimer en 84, on pense qu'il est né en 1546. Donc Gabriel Chapuis rectifie, il n'est pas de Tours. Et dans plusieurs livres, il écrit Gabriel Chapuis d'Amboise, Tourangeau, pour rectifier que ce n'est pas de Tours qu'il est, mais c'est d'Amboise. Et donc, la confirmation, on a trouvé, il s'est marié un peu plus tard, je vais en reparler un peu plus loin, et dans son acte de mariage, alors si vous aimez la paléo toujours, natif de la ville d'Amboise. Donc là, c'est certain, il est né effectivement à Amboise. Moi, j'ai fait tous les registres d'Amboise, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, il y a des lacunes, il y a des années qui manquent, donc il a pu se glisser dans ces lacunes-là. J'ai fait aussi toutes les archives ecclésiastiques de Rouen, hein. J'ai lu 15 000 pages en latin,
Et j'en pouvais plus, mais je connais pas bien le latin, mais le mot chantre, le mot cantor, le mot chapuis, tous ces mots-là, j'arrivais à les trouver. Et on a fait, à la fin, en annexe du livre, toutes les réunions du chapitre qu'il a faites de 1537 à 1575. Donc tous les jours où on est sûr qu'il était présent à Rouen aux réunions du chapitre. Parce qu'on dit, il est sommelier, il est libraire, il est chantre du chapitre, mais comment il se répartit tout ça? Est-ce qu'il y a des années complètes où il suit le roi et qu'il ne vient pas du tout à Rouen? Non, il y a des mois complets où il suit le roi et qu'il n'est pas du tout à Rouen. Mais il est quand même énormément présent à Rouen, et donc c'est ce que ça montrait. Donc il est né en Boise vers 1546. Il est le neveu de Claude, on le sait. Mais la question, c'est qui sont ses parents? Ça pouvait être Jean Chapuis, son père, pour qu'il soit le neveu. Ça pouvait être Fouquet si c'était un frère, ou quelqu'un d'autre encore. Ben, on l'a trouvé. Alors ça, la preuve, on a mis du temps à la trouver. En fait, en 1605, la Gabrielle Chapuis qu'on a vue tout à l'heure, donc la fille de Jean, a un fils qui se marie, et parmi les personnes qui sont présentes au mariage, donc ça c'est l'acte, c'est écrit comme un cochon, mais je l'ai mis au-dessus, figure noble homme maître Gabriel Chapuis, secrétaire interprète ordinaire du roi est-langue espagnol, oncle du côté maternel du dit futur époux. Donc si c'est l'oncle de l'époux, c'est que c'est le frère de sa mère. Si c'est le frère de Gabriel, c'est que son père, c'est Jean Chapuis. Donc là, maintenant, c'est avec certitude. Et on sait même que une des deux sœurs, la Claude et Mathurine, dont on avait l'acte, on sait que sa mère s'appelle Marguerite Pichon. Donc, à moins que Jean ait divorcé ou que Marguerite Pichon meure après 1543 et qu'il se remarie avant 1546 et qu'il a un enfant en 1546, c'est possible. Mais normalement, la mère de Gabriel Chapuis s'appelle aussi Marguerite Pichon, c'est ce qui est le plus probable. Donc c'est le fils de Jean et de Marguerite Pichon. Donc ça, c'est l'extrait où c'est marqué fils de Jean Chapuis sur la première ligne et de Marguerite Pichon, sa femme, sur la deuxième. Et donc il va à Rouen. Alors on savait qu'il était allé à Rouen. Duverdier dit il mis aux études par son oncle, donc on peut penser que c'est à Rouen. Donc il fait une partie de ses études à Rouen. Mais nous, on a trouvé deux choses. Là aussi, en cherchant sur l'oncle, on a trouvé sur le neveu. Tout à l'heure, c'était le contraire. Hein. Dans un écrit du neveu, on avait trouvé sur l'oncle. Et là, en lisant les archives de Rouen, en tournant toutes les pages, d'un seul coup, je vois Gabriel Chapuis. J'en étais absolument sidéré. En 1560, en octobre 1560, il y a une chapelle qui est vacante à la cathédrale. Donc, il y a un chapelain qui décède. Et donc, il y a une place vacante. Et Claude Chapuis dit tout de suite, je propose mon neveu Gabriel. Alors plusieurs chanoines proposent leur neveu, leur fils, enfin pas leur fils, mais enfin des fois ils disaient que c'était leur neveu, mais c'était leur fils, enfin, bref, c'était toute une histoire, mais proposent quelqu'un de leur famille. Et donc Gabriel Chapuis est considéré comme clerc absent. Donc il n'est pas à Rouen à cette réunion, mais il est considéré comme clerc, c'est-à-dire qu'il se destine à la cléricature. Donc Claude Chapuis l'a pris pour ses études, mais aussi pour qu'il suive son parcours et qu'il devienne à terme ecclésiastique. Ce qui nous laisse penser que ce n'est pas le fils aîné de Jean. Puisqu'en général, dans une famille, le fils aîné récupérait les terres, récupérait le titre, et puis c'était le deuxième qui devenait ecclésiastique. On le retrouve en novembre 1570. Alors voilà ce que j'ai lu. Magister Gabriel Chapuis, clericus Touronensis diocesis, donc maître Gabriel Chapuis, clerc du diocèse de Tours. Donc Claude a accueilli son neveu à Rouen. Il paye ses études. Pour payer ses études, il lui a offert la prébende qu'il avait lui. Donc il était chancelier à ce moment-là, en 1566, il redevient chancelier. Donc il est chanoine et chancelier. Il a une prébende et il la cède à son neveu. Et avec l'argent de cette prébende, son neveu finance ses études. Et en novembre 1570, on ne sait pas quelle crise de folie prend Gabriel. Il se pointe devant le chapitre et il dit « Je veux être reconnu comme le propriétaire de cette prébende ». Donc il veut être reconnu comme chanoine de la cathédrale de Rouen. Le chapitre dit, on sait pas, enfin, faut qu'on demande à Claude quand même, parce qu'au départ, c'est à lui. Là. Claude arrive en 4e vitesse et dit pas question. Et il bloque tout le processus. Et donc, Gabriel Chapuis est totalement perdu. Et il va quitter Rouen. La plupart des biographes ont dit, il quitte Rouen quand son oncle meurt. Il n'a plus personne ne peut subvenir à ses besoins, il faut qu'il vole de ses propres ailes, il part de Rouen. Non, non, non. Il part de Rouen au moins 3 ou 4 ans avant le décès de Claude Chapuis, parce que les deux se fâchent. Donc, première chose, en novembre 1570, il demande la prébende de son oncle qui refuse, et un petit peu plus tard, en mai 1571, il revient devant le chapitre en disant « Bon, on ne va pas faire comme ça.
on va faire une permutation à 3. Je vais récupérer la prébande de mon oncle, elle va être à moi, mais moi je vais donner quelque chose à un autre chanoine qui lui va donner la sienne à mon oncle. Enfin c'est un peu une entourloupe, et l'oncle dit non, ça va pas. Et donc il le contraint par corps, il fait venir le sergent pour contraindre par corps Gabriel Chapuis à rendre la prébande et à quitter le chapitre. Et donc là on n'a plus aucune nouvelle de Gabriel Chapuis à Rouen, et il ne sera plus jamais ecclésiastique, enfin il n'aura jamais été du coup, puisqu'on sait qu'il va se marier 2 fois à la fin de sa vie, donc il n'aura pas été ecclésiastique. Et donc il quitte Rouen. Et il faut bien qu'il ait un moyen de survivre. Ce moyen de survivre, ça va être la traduction. Il va devenir le plus grand traducteur français du dernier quart du XVIe siècle. On a fait un recensement, il a traduit 49 ouvrages depuis l'italien, 13 ouvrages depuis le latin, 29 ouvrages depuis l'espagnol. Il a participé à 18 ouvrages en français. Alors, participer, parfois c'est juste par un poème, parfois c'est un ouvrage entier où il met son nom sur la première page. Voilà, il y a toutes sortes de situations. En tout, ça fait 109 livres. 109 livres, il a commencé en 1574 et on pense qu'il meurt en 1612. Voilà, donc sur à peu près 40 ans. 109 livres sur 40 ans, ça fait un bon régime quand même. La période la plus prolixe, c'est entre 83 et 85. Là, c'est quasiment 25 ouvrages en 3 ans. Donc c'est un stakhanoviste de la traduction. Parmi ces 109 livres, il y en a 9 qui posent question. Il y en a un certain nombre où il dit qu'il les a traduits, mais on n'en a plus la trace. Il y en a un certain nombre où on pense que des biographes ont fait une erreur et ce n'était pas lui qu'ils avaient traduit. Et puis il y en a d'autres où il dit qu'ils ont été traduits, qu'ils sont en cours d'impression, mais peut-être que l'impression n'aura jamais eu lieu et qu'on n'en a pas retrouvé. Il y en a qui ont disparu. Donc ça fait au moins 100 livres quand même. J'en ai touché un de chaque au moins. En tout, j'en ai touché 200 de Gabriel Chapuis, dont au moins un de chaque. Des 100 qui sont restés. Dont certains ici à Lyon, au-dessus. Donc Gabriel arrive à Lyon. On ne sait pas exactement quand. On sait que dans une dédicace, il écrit à un certain noble, qui s'appelle Geoffroy de Morue, il écrit qu'il est à Paris en 1571-72, puisqu'il dit « M'étant plusieurs fois réduit en mémoire le bon traitement et recueil que vous me fîtes en votre maison à Paris il y a 6 ou 7 ans, et ça c'est en 1578. » Donc on pense qu'il part de Rouen en 1571 ou 72, il vient à Paris, et ensuite il va à Lyon, puisqu'en septembre 74, il publie son premier ouvrage à Lyon. Il va publier en tout un tiers de sa production à Lyon, donc 34 livres, entre 1574 donc, et juin 1583, à l'époque à laquelle il part à Paris. Alors ces ouvrages, c'est un petit peu rébarbatif, mais je vais passer rapidement, mais le premier, c'est celui-là, c'est le représage sur la bienvenue du très chrétien roi de France. En fait, quand Charles IX est au pouvoir, le futur Henri III est élu roi de Pologne, parce qu'il s'ennuie un peu, et donc il devient roi de Pologne en 1573. Mais l'année suivante, Charles IX décède, donc le roi de Pologne devient le roi de France. Et donc il se barre en catimini de Pologne pour pas qu'ils le retiennent là-bas, parce qu'on vient de voter pour vous, il faudrait rester. Donc il s'en va en douce, il passe par Vienne, par Venise et par Lyon. Et donc en septembre 1574, il fait son entrée à Lyon. Et donc visiblement, Gabriel Chapuis est présent et publie ce poème de 8 pages, qui s'appelle donc Cet heureux présage. Ensuite, il publie juste un poème dans l'excellent tournoi du vaillant chevalier de la Racine. Donc à Turin, en février 76, a lieu un tournoi de chevaliers. Et le chevalier de la Racine, qui est un Bourbonnais, se distingue particulièrement. Donc après sa performance, on publie un petit recueil avec le cartel. Ce qu'on appelle le cartel, c'est la convocation des chevaliers à ce tournoi. Et puis tous ceux qui étaient présents, tous les poètes présents, ont fait un petit poème en l'honneur du chevalier de la Racine qui a remporté ce tournoi. Et donc on publie ça, et Gabriel Chapuis publie un sonnet à l'intérieur. Ensuite, il traduit depuis le latin des commentaires hiéroglyphique. Donc Valeriano, c'est quelqu'un qui a été complètement sidéré par les hiéroglyphes et qui a essayé de les interpréter. Donc bien avant Champollion, donc c'était quand même approximatif. Hein. Donc il a essayé de trouver la traduction des hiéroglyphes comme ça, peu d'affabulation. Mais ça a eu pas mal de succès. Donc à chaque fois, je vous mets l'éditeur, c'est peut-être des gens que vous connaissez, Benoît Rigaud, Barthélemy Honorat. Il y a énormément chez Barthélemy Honorat. Ensuite, les colloques de Mathurin-Cordier. Donc c'est un ouvrage traduit du latin. En fait, c'est pour que ceux qui apprennent le latin progressent. C'est des phrases simples en latin, mais en même temps des phrases qui inculquent des leçons de morale. Donc c'est gentillesse et voilà, tout va bien pour tout le monde. Alors,
on pense qu'il a publié... En fait, cet ouvrage, on l'a en 1576 à Lyon, mais il n'y a pas le nom de Gabriel Chapuis dessus. Il y a une réédition en 1586 à Paris, où il n'y a toujours pas le nom de Gabriel Chapuis. Il y a une réédition en 1588 à Paris, où cette fois-ci c'est marqué que c'est par Gabriel Chapuis. Et j'ai comparé les deux, vraiment ça concorde parfaitement, donc on peut penser que c'est déjà Chapuis qui avait fait celui de 1576. Ensuite, il a corrigé donc, le Roland Furieux, qui est un roman de chevalerie très connu à l'époque. C'était une traduction anonyme qui datait des années 1540, mais qui était très mauvaise. Et on demande à Gabriel Chapuis de la corriger. Apparemment, d'après ce que disent les linguistes, il a corrigé le début plutôt pas trop mal, et puis la fin, il changeait un ou deux mots de temps en temps, mais comme ci, comme ça, quoi. Et il a traduit les 5 chants nouveaux, donc I Cinque Canti, qui étaient restés inachevés par l'Arioste, et donc lui les a traduits et puis il les a publiés en français pour la première fois. Ensuite, il va vers la littérature espagnole, des romans de chevalerie encore, Amadis de Gaulle, donc 7 volumes, volumes 15 à 21. Prima Léon de Grèce, qui est encore un roman de chevalerie, donc de la littérature un petit peu légère. C'est souvent les femmes, les bourgeois qui aiment bien ces livres-là. Prima Léon de Grèce, donc il traduit les volumes 2 et 3. Le 4, on ne sait pas. Le 4, c'est marqué traduit par une des doctes plumes de notre temps. On ne sait pas si c'est lui. Certains lui ont prêté aussi le volume 5, mais en fait, il n'existe pas. Donc, en fait, voilà. Parce que vous voyez, il faut vraiment distinguer le vrai du faux. C'est un vrai combat permanent quand on étudie cette période-là. Il traduit aussi les mondes célestes, terrestres et infernaux de Denis, qui a aussi pas mal de succès. Ce livre-là, on y reviendra. Il va avoir une importance pour la suite. Je ne sais pas si je suis trop long, en fait, je parle tant que ça va. Voilà. Et donc, là, il montre un petit peu sa philosophie de la traduction. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il dit « Je me suis advisé le découvrir tout le premier en notre France, m'en sentant aussi content et joyeux que celui qui aurait trouvé un bien riche trésor, découvert nouvelle terre et peuple nouveau ou conquis un grand pays. Afin que ce livre fût mieux reçu en France, je l'ai voulu accommoder à nos Français. Attendu que je ne me suis voulu astreindre à le traduire de l'italien de Denis mot à mot, mais que seulement j'en ai tiré ce qu'il m'a semblé être bien à propos, y ayant ajouté du mien ce que je n'ai pensé n'être inconvénient d'écrire. » Donc en fait, il traduit, mais il ramène un peu sa fraise dans le truc, quoi. J'ai changé aucune chose en ces mondes. Aucune, ça veut dire certaine. Hein. Ça veut dire que c'est aucune, hein. Ça veut dire que c'est certaines choses. À ma volonté et fantaisie, afin qu'il soit ici mieux reçu et lu de plus grande affection. Pour ceux que j'y ai fait Paris et Tours, l'assiette et lieu des académies desquelles il est fait mention, au lieu de Venise et Rome. Donc l'histoire se passe à Venise et à Rome, et lui, il met Paris et Tours. Si nous achetons ou qu'on nous envoie de la serge de Florence pour faire un habillement, nous ne voyons ordinairement qu'il soit fait à l'italienne, mais à la française, encore que l'étoffe soit venue d'Italie. Ainsi, nous doit-on trouver étrange si j'ai voulu accommoder à notre usage l'œuvre de cet excellent Denis Florentin. Donc il francise l'œuvre d'un Italien. Voilà. Mais il permet quand même à un public francophone d'y accéder. Et c'est ça qui est extrêmement précieux. D'autres ouvrages, alors j'ai mis les principaux, hein, il traduit une brève histoire des guerres civiles advenues en Flandre. Donc ça, c'est un ouvrage d'histoire, écrit par un Espagnol, Cornejo. La civile conversation de Stefano Guazzo, donc c'est comment se comporter en société, comment avoir une bonne discussion, comment briller, comment se comporter de manière chevaleresque en société. Il traduit les 10 plaisants dialogues de Niccolò Franco. Donc là, c'est vraiment, là aussi, le titre dit tout, quoi. C'est plaisant, c'est gentillet, c'est agréable. Le manuel du catéchisme catholique. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc après la contre-réforme, le concile de Trente, on a un nouveau manuel, et donc il le traduit en français. Le parfait courtisan de Baldassare Castiglione, là aussi un énorme succès en Italie, et donc il le traduit en français. Les étranges aventures d'un chevalier de Séville, dit Luzman, donc là aussi c'est les amours d'un chevalier, ses aventures, etc. Anacryse, donc là c'est on classait à l'époque les cerveaux, il y avait les cerveaux chauds, les cerveaux froids, donc un cerveau de telle sorte était plutôt apte à faire tel type d'études, enfin on essayait de classer les gens dès leur naissance, donc il traduit ce genre d'élucubration. Examen des esprits propres néosciences. Alors j'ai trouvé aux archives, ici là, mais aux archives départementales, 2 quittances où il est témoin d'une transaction entre 2 personnes.
et il se présente comme prélecteur d'imprimerie. Donc ça veut dire qu'il ne faisait pas que traduire. Il était certainement aussi embauché par des imprimeurs pour lire des ouvrages d'autres personnes et éventuellement les corriger. On n'en sait pas plus, on ne sait pas quels imprimeurs. Il a traduit de l'espagnol Hexaméron. Alors c'est intéressant parce que il était surtout bon en italien. Il a traduit beaucoup plus d'ouvrages de l'italien. Son oncle est allé en Italie, à Rome 2 fois. Il avait beaucoup d'ouvrages en italien dans sa bibliothèque, Claude. Et Gabriel a certainement dû les lire puisqu'il était chez son oncle à Rouen. Donc il connaît relativement bien l'italien. Le latin aussi, c'était la langue des lettrés à l'époque. L'espagnol, c'est différent. Certains ouvrages de l'espagnol, en fait, il a traduit la traduction italienne. Mais il s'en vantait pas, il mettait traduit de l'espagnol parce que Amadis de Gaulle, c'est un roman espagnol, donc on le traduit de l'espagnol. Mais en fait, au moment où il le traduit, la version italienne existe et elle est disponible en France, mais pas la version espagnole. Enfin, donc on ne sait pas trop comment il a fonctionné. Et les linguistes, moi j'ai fait une conférence au grand commun du château de Versailles avec des profs d'espagnol, et ceux que j'ai interrogés m'ont dit en espagnol, il était relativement mauvais. Et comme il était mauvais, il traduisait en répétant les mots. Il disait vite et rapidement, au lieu de dire juste vite. Il répétait le mot avec un autre qui voulait dire à peu près la même chose, un peu pour noyer le poisson, quoi. Peut-être il était payé à la ligne et comme ça il faisait davantage de lignes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Et donc là, c'est vraiment depuis l'espagnol. Il a quand même traduit réellement depuis l'espagnol. Donc ça, c'est sur la magie du merveilleux, des sorcières, des diables, des monstres bizarres. Il y a un roman là aussi espagnol de Jorge de Montemayor qui s'appelle La Diana. Donc Montemayor, il était au service du roi d'Espagne, et puis il était marié, et un jour il fait un long voyage avec le roi, il rentre chez lui, et il trouve sa femme mariée avec un autre, donc c'est le désespoir total. Et donc c'est un livre sur le désespoir de l'être amoureux, dont l'objet de l'amour s'échappe, etc. Donc il y a eu 2 prolongements par d'autres que Montemayor, et il a traduit ces 2 prolongements. Et puis il traduit aussi de la poésie sacrée. Alors il a fait un livre qui s'appelle « Figures de la Bible déclarées par Stans ». On a un événement de la Bible qui est représenté par une gravure, et ensuite lui il met un court poème pour expliquer ce qui se passe sur la gravure. Voilà, donc lui il fait la partie des poèmes. Il traduit aussi de la suite du Roland Furieux, donc de l'Arioste, qui avait été faite par Pescatore. Et puis les leçons catholiques sur les doctrines de l'Église de Panigarola. Panigarola, c'était un très grand... il faisait des prêches ultra-catholiques, fanatiques, et donc il traduit certains de ses prêches, des sermons, etc. Et puis il arrive à Paris. Alors là, je vais être beaucoup plus rapide. Une fois qu'il est à Paris en 1583, il y avait des ouvrages qui étaient quand même dans les tuyaux à Lyon et qui n'étaient pas encore sortis. Donc il y a encore quelques ouvrages qui vont paraître à Lyon après 1583. Donc les lettres facétieuses et subtiles de César Rao. Donc là aussi, c'est des choses un petit peu légères. La suite des mémoires et histoires de l'origine, invention et auteur des choses et sciences. Donc là, c'est de la science pseudo-scientifique. Et puis les secrets et miracles de nature. Donc là aussi, une compilation scientifique et ésotérique sur les gens, les astres, l'esprit, le corps, les animaux. Alors on pense qu'il n'a pas été achevé par lui parce que c'est marqué par Gabriel Chapuis et autres. Et la dédicace, l'épître dédicatoire du début n'est pas faite par lui, mais par un certain Pierre Messonnier, qui est un médecin lyonnais féru de langues anciennes. Donc, il écrivait des dédicaces aux plus hauts personnages du royaume, notamment les mignons de Henri III une fois qu'il était à Paris. Donc là, je résume, surtout des romans de chevalerie, des ouvrages de morale, des livres plaisants ou pseudo-scientifiques. Ça, c'est surtout la partie ici à Lyon. On sait que vous êtes un petit peu frivole et que c'est ce genre de livre que vous aimez. Une fois à Paris, les choses sérieuses commencent. Non, sérieusement, c'est que Henri III était très pieux. Et donc les libraires parisiens étaient surtout demandeurs d'ouvrages de spiritualité, de théologie, de prédication. Et donc là, vraiment, la deuxième partie de sa carrière est énormément tournée vers ces ouvrages. Et donc lui, il dit dans ses préfaces, non seulement son but est de donner plaisir, mais d'enseigner tous les traits de courtoisie et de générosité. Et donc un professeur de la fac de Grenoble a écrit cette phrase qui me semble bien résumer la traduction de Gabriel Chapuis. Il entend situer son activité à mi-chemin entre l'emprunt et la création pour proclamer la dignité d'un genre mineur, celui, disons, de la traduction créatrice ou de la recréation par la traduction. Voilà, ça me semble assez bien résumer son travail. Alors, l'étude de ces traductions a été faite par des linguistes, comme je vous le disais. On pense quand même qu'il traduisait très rapidement,
souvent dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il avait un contrat, on lui donnait tant pour faire tel livre, il le faisait un peu à n'importe quel prix, et fallait que l'argent rentre, fallait qu'il fasse vivre sa petite entreprise, sa petite industrie, comme il disait. Alors en 1588, le duc de Guise prend le contrôle de Paris, le roi fuit, le duc de Guise est assassiné aux États généraux de Blois à la fin 1588, et la cour s'installe à Tours en 1589, donc le Parlement, etc. Et donc Gabrielle vient à Tours avec la cour de 1589 à 1594. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une jeune fille qui a fait une thèse à Tours dit qu'elle ne trouve aucune trace de Gabrielle Chapuis à Tours pendant l'exil de la cour. Mais nous, cette trace, on l'a trouvée, mais on l'a trouvée à Paris. Parce qu'en fait, quand la cour repart à Paris, tous les actes notariés qui ont été faits à Tours sont réenregistrés au Châtelet de Paris, et c'est dans ce réenregistrement qu'on trouve trace de son mariage. Voilà, cet homme qui a failli devenir ecclésiastique, et s'est marié en 1592, donc il a déjà 46 ans quand même, il ne se marie pas très jeune, avec une certaine Marie Legrand, donc de Tours, il se marie à Tours. On sait qu'il est veuf en 1605, puisque à la toute fin, elle décède, je crois, le 24 décembre 1605, et lui, dans les jours qui viennent, demande la levée des scellés, puisque quand elle est morte, on a mis les scellés sur son domicile, et lui veut quand même récupérer ses affaires, donc il demande la levée des scellés. On sait qu'elle est morte dans une maison qu'ils avaient à Vitry-sur-Seine, tout près de Paris, et qu'ils habitaient aussi une maison qui est située rue de Bièvre, pas loin de chez Mitterrand. La Mitterrand habitait rue de Bièvre à l'époque. Une maison avec l'archange Saint-Michel qui existe encore aujourd'hui. Il y a encore une niche, alors c'est pas le même archange, mais il y a encore une niche avec l'archange Saint-Michel à cet endroit-là. Il est veuf en 1605, on sait qu'il se remarie, alors ça, ce mariage a failli nous échapper. En fait, on connaît ce mariage uniquement par un acte de 1625, plus de 12 ans après son décès, à Gabrielle Chapuis. Sa veuve, qui s'appelle Ambroise Akakia, c'est un nom bizarre, Akakia, mais Akakia, c'était une dynastie de médecins du roi. Il s'appelait Martin Akakia, il y a eu Martin I, Martin II, Martin IV, qui ont tous été médecins du roi, et quelques autres entre-temps. Et donc cette Ambroise Akakia, fille d'un médecin du roi, elle est veuve, et en 1625, elle loue la maison qu'ils ont possédée, située rue des Petits Champs à Paris, pas loin de, actuellement dans l'enceinte de la Banque de France. La Banque de France a avalé tout un quartier. Et elle le loue à quelqu'un, et dans ce contrat de location, elle se présente comme veuve de Gabrielle Chapuis. Voilà. Donc il a eu un remariage, et il a eu une fille. On ne sait pas quand, donc après 1606, puisqu'il faut quand même 9 mois pour faire ce genre de choses en général. L'autre, elle décède en décembre, donc 1605, et lui, il meurt en 1612, donc c'est entre 1606 et 1612. Elle s'appelle Ambroise comme sa mère, donc Ambroise Chapuis, et c'est la seule Chapuis qui reste, et qui va assurer la descendance de cette famille Chapuis d'Amboise. Lui, il décède en 1612 ou 1613. En fait, son dernier livre, il rédige l'épître dédicatoire en mai 1612, donc il est encore vivant. Et en 1614, il ne fait plus partie de la liste des secrétaires du roi. Donc on sait qu'il est décédé, donc c'est soit le deuxième semestre 1612, soit pendant l'année 1613. Bon, mais il y a François aussi. Celui-là était complètement inconnu. Il y a ce FCT, je vais parler tout à l'heure du livre Les Mondes de Denis, en 1578. En 1580, il y a une deuxième version qui est complétée par un autre ouvrage. Et sur la première page, c'est marqué, complété par cet autre ouvrage, par FCT. Alors GCT, c'est Gabrielle Chapuis Tourangeau. Des fois, il le mettait en entier, puis une fois qu'il est un peu connu, il mettait que GCT. Et là, il y a FCT. On se dit, bon, bah, c'est une coquille de l'imprimeur. Sur l'ordinateur, le F est à côté du G. Enfin, je sais pas, ça ne devait pas fonctionner comme ça à l'époque, mais voilà, c'est une coquille. Mais au début du livre qui a été rajouté, c'est marqué aussi par FCT. C'est quand même bizarre, 2 fois la même coquille dans le livre. Et puis en 1583, il y a une 3e édition qui est faite, où on rajoute encore un petit fascicule à la fin. Et là encore, c'est marqué par FCT sur la couverture et par FCT à l'intérieur, et les 2 FCT précédents n'ont pas du tout été corrigés. Alors que la mise en page est différente, des choses ont changé, mais ça, non. Donc on se dit, mais c'est qui ce FCT? Donc il y en a qui ont dit, c'est François Chapuis Tourangeau, c'est son neveu. Bon, on n'avait aucune preuve, on a cherché. J'ai cherché des quantités de François Chapuis. Il y avait un François Chapuis à Genève qui était médecin, un François Chapuis à Lyon, donc on commençait à voir si ça pouvait être lui. Et puis on a trouvé, de manière assez incroyable. Donc ce François Chapuis se marie en 1579 avec une Marie Percher, qui est originaire de Tours, ça nous a déjà mis la puce à l'oreille. Il est âgé de 30 ans et plus, et on sait qu'il décède en 1587. Donc il décède assez jeune finalement, il doit être né à peu près dans les années 40, il décède, il a une quarantaine d'années.
Il détient la maison des Quatre Vents. Donc cette maison, c'est en fait une auberge. Il habite là, mais il y a plusieurs corps de bâtiments. Et quand il décède, il y a l'inventaire après décès qui est très épais, je me suis tout coltiné. On sait combien de chambres il y avait, combien de lits il y avait, etc. Comment c'était placé, la galerie, la pièce commune, la cuisine, etc. On a tous les renseignements, on a fait l'étude sur les propriétaires successifs. Et c'est une auberge qui accueillait beaucoup de notables qui venaient à la cour de province, qui venaient à la cour pour leurs affaires, qui devaient être hébergés quelque part. Et dans l'acte notarié qu'ils passaient à Paris, ils mettaient qu'ils étaient hébergés à la maison des Quatre Vents. Voilà, donc c'était un peu un carrefour pour certains notables, notamment Tourangeau. Et dans l'inventaire après décès, on lit ce charabia que j'ai transcrit en dessous. L'an 1587, le vendredi 25e jour de septembre, avant midi, et autres jours en suivant, à la requête de l'honorable femme Marie Percher, veuve de feu François Chapuis, en son vivant écuyer, archer des gardes du corps du roi, donc lui c'était un militaire. Donc on pense que c'était le frère aîné de Gabriel qui lui était destiné à être ecclésiastique, qui était le numéro 2. Archer des gardes-corps du roi, sous la charge du sieur de Manou, et encore à la requête de noble homme maître Gabriel Chapuis, analyste et translateur du roi, tant en son nom que comme soi faisant et portant fort de Gabriel Chapuis, veuve de feu Guillaume Lefranc, donc sa sœur, en son vivant fourrier du roi, et de Mathurine Chapuis, l'autre sœur, donc qui n'a certainement pas été mariée, puisqu'on ne parle pas de veuve ou de mariée de qui que ce soit. L'autre, celle qui s'appelait Claude, est certainement décédée, on n'en parle pas ici, ou alors elle est rentrée dans les ordres et elle a fait vœu de pauvreté, donc elle n'est pas concernée par les actes par les inventaires après décès. Lesquels Gabriel, Gabrielleux et Mathurine Chapuis, frères et sœurs, donc frères et sœurs du décédé, habiles à eux dire et porter, nommés héritiers du dit défunt François Chapuis. Donc c'est leur frère. Ce gars-là était totalement inconnu. Donc on pense que s'il est en 87, il a 30 ans et plus, il est né avant... Non, en 79, il a 30 ans et plus. Donc il est né avant 49. Si Gabriel est né en 46, lui on pense qu'il est né juste avant 44 ou 45, parce que visiblement c'est le frère aîné. Voilà pour ce François Chapuis, qu'on a sorti un petit peu de nulle part, mais malheureusement, il est décédé sans descendance. En fait, Marie Percher avait déjà une fille d'un premier mariage quand ils se sont mariés. Eux n'ont pas d'enfants ensemble, et donc il n'y a pas de Chapuis qui sort de ce mariage. Voilà, et tout ça, c'est dans ce livre passionnant, qui a eu un prix de l'Académie française. Voilà, je vous remercie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon moi je peux continuer à parler. On a fait 600 pages, j'ai rien dit de tout ça. Hein. Ah oui, j'ai quelques exemplaires si ça vous intéresse aussi. On n'est pas des commerçants, mais voilà. Bien, eh bien, je suis pas d'un... Bon, je ne suis pas d'un naturel envieux, mais j'aimerais bien être à la place de vos étudiants. Bon, parce que c'est conférence dynamique. Mais mes étudiants, c'est des étudiants en maths. Moi, je suis prof de maths. Comme quoi, ça mène à tout. Mais la rigueur du mathématicien pour construire des études comme ça, elle est fondamentale. Fondamentale. Vous en avez un autre exemple à côté de vous. Personne n'est parfait. Alors bon, c'est évidemment d'une très 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 grande richesse. Et je plaide en bien des occasions pour sortir de l'histoire récit ou de l'histoire analyse, c'est-à-dire une discipline refermée sur elle-même, quelles que fussent ses méthodes, de manière à s'ouvrir avec les disciplines sœurs. Et là, nous voyons tout ce que le livre peut avoir à nous apprendre, en particulier dans la circulation non seulement des textes, mais dans les modifications de langue à langue, ce qui est quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon, personnellement, j'ai été aussi très sensible à votre démarche qui a consisté à étudier non pas des individus, mais à tenter de reconstituer les réseaux familiaux, les transmissions. En l'espèce, entre Claude et Gabriel, c'est absolument limpide ce que vous nous avez dit.
Et bon, moi-même, j'ai travaillé 15 ans sur une famille lyonnaise avec les mêmes phénomènes de diaspora. Alors, c'est pas entre Lyon, Paris et Amboise, c'est entre Paris, Lyon, Toulon, Nevers. Mais si on n'étudie pas un lignage dans sa totalité, on est à peu près sûr de passer à côté de choses qui peuvent être essentielles, notamment dans ce qui est la stratégie de transmission professionnelle. Bon. Alors, j'ai été amusé par l'histoire du perroquet, évidemment, mais la familiarité avec les perroquets, elle est très ancienne. Alors, il y a une anecdote, ça remonte au premier voyage des Portugais au large d'Afrique. Et on raconte une anecdote, alors comme beaucoup d'anecdotes, je ne sais pas s'il est authentique ou non, mais lorsque Louis XI, l'un de nos grands rois, a commis l'erreur de déférer à l'invitation de Charles le Téméraire à Péronne, il est devenu quasiment son captif. Il n'a réussi à rentrer dans la capitale qu'après avoir cédé sur un certain nombre d'engagements, qu'il n'a pas tenus d'ailleurs. Bon. Et les nobles parisiens, qui avaient l'esprit déjà très ironique, étaient presque tous propriétaires de perroquets, et ils avaient appris le mot Péronne à leurs perroquets, et lorsque Louis XI est rentré dans sa bonne ville, tous les perroquets criaient « Péronne, Péronne !» Bon, Louis XI a réagi en bon roi en instituant une taxe sur les perroquets. Mais cette passion pour les perroquets, on va la retrouver très longtemps. J'ai dépouillé totalement un imprimé d'intérêt extrêmement élevé que sont les petites affiches lyonnaises du XVIIIe siècle. Ce sont des journaux d'annonces. Et il est tout à fait courant que l'on ait des perroquets à vendre avec leur arbre, avec leur cage, avec... et de manière générale, le rapport à l'animal, c'est encore... et on peut saisir à travers l'iconographie, par exemple, quand on n'a pas d'autres sources. Eh bien, c'est un champ de l'histoire qui mérite absolument d'être parcouru. Et donc, l'anecdote n'est pas si anecdotique que ça. Et l'histoire du berbère, aussi des sœurs de Nevers, ouais. Le perroquet berbère, et il y a des poèmes aussi dessus. Alors pour dire ce que vous dites sur la traduction, c'est vrai qu'on dit la Renaissance, c'est un fourmillement d'idées, c'est une explosion de richesses comme ça, intellectuelles. C'est vrai que la musique, la peinture, la sculpture se suffisent à elles-mêmes. Léonard de Vinci était italien, il a peint la Joconde, il amène la Joconde en France, on peut l'admirer comme n'importe quel italien. Mais les écrits, si on ne les met pas en français, tous ceux qui parlent français restent en marge de ce fourmillement d'idées. Et donc le rôle du traducteur était absolument essentiel à cette époque-là. Donc Gabriel Chappuis a été l'un de leurs plus nobles représentants. Bien, je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions. Moi j'ai une anecdote à vous raconter, si je peux me permettre j'en ai deux même. Claude Chappuis, il est mort dans sa maison canoniale qui était rue au Hou. Alors dans un acte, on trouve Hou, H-O-U-S, et dans un autre, O-U-E-S. Ça m'a inquiété, ça m'a intrigué, cette rue, elle est où ? Et en fait, maintenant, c'est la rue aux ours. Mais comment passer de Hou à ours ? Eh bien, en fait, c'était la rue où il y avait un marché à la volaille. C'était la rue aux ouets. Et O-U-E-S, en fait, avec un accent, ça fait les ouets. Et donc, c'est devenu la rue aux Hou, et ensuite, par contamination, c'est devenu la rue aux ours, mais il n'y a jamais eu le moindre ursidé dans cette rue. Et il est mort dans la rue aux oies. Voilà, exactement. Donc, c'est intéressant, parce qu'on ne disait pas le oie à l'époque, on disait ouet. Donc, ça venait exactement de ce mot-là. Et la deuxième chose que je voulais vous raconter, moi, j'en ai fait un chapitre du bouquin, c'était le privilège de Saint-Romain. Donc, à Rouen, il y avait un privilège de Saint-Romain. La légende est celle-là. Il y avait une gargouille au temps de Dagobert, donc vous voyez qu'on remonte quand même assez loin, une gargouille qui ravageait les environs de Rouen. Et donc Saint-Romain a dit il faut qu'on tue cette gargouille, et il a demandé des volontaires pour aller tuer la gargouille. Personne n'a voulu, sauf un condamné à mort qui a accepté. Il a été avec Saint-Romain et ils ont tué la gargouille. Et pour remercier le condamné à mort d'avoir tué la gargouille, on l'a gracié. Et donc l'habitude a été prise tous les ans que 3 semaines avant le jour de l'Ascension, le chapitre, des représentants du chapitre de la cathédrale, vont au Parlement de Rouen, regardent la liste des condamnés à mort dans les prisons de Rouen,
choisissent un condamné à mort et le gracient. C'était le symbole de Saint Romain qui a tué le paganisme parce qu'il a christianisé la région de Rouen. Et c'est le symbole de la justice des chanoines qui est supérieure à la justice du roi. Et ce privilège, il a été attesté dès Henri II Plantagenet, dès 1150. Mais il a été remis en cause très, très, très souvent parce que les officiers royaux, ça leur faisait mal au cœur de voir ce type qui avait été condamné, que le roi n'avait pas gracié, que les chanoines disent « tiens, tu viens ». Et donc ils le choisissaient, et le jour de l'Ascension, il y a une grande procession qui partait de la cathédrale, qui passait devant ce qu'on appelle la haute vieille tour de Rouen. Le prisonnier était là. Il y avait les chasses de Saint-Romain, la chasse de Saint-Romain qu'on appelait la fierte à l'époque. Le prisonnier devait lever 3 fois la fierte et il était gracié. Il intégrait la procession. Il venait à la cathédrale avec les chanoines. Il jurait de ne pas recommencer et il était libéré. Libéré, absous de tous ses crimes antérieurs avec tous ses complices. C'est une grâce totale, absolue. Et donc à chaque changement de roi, à chaque changement quelconque, les officiers royaux disaient « Ah non, le nouveau roi n'a pas confirmé du tout ce privilège, donc nous allons continuer d'exécuter nos condamnés. » Et donc il y a eu des choses bizarres qui ont eu lieu. Des fois le condamné était libéré le matin, les officiers du roi mettaient le grappin dessus l'après-midi et lui coupaient la tête le soir. Et donc les chanoines protestaient. Et donc Claude Chapuis a fait partie des nombreux chanoines qui ont été envoyés vers le roi en disant « S'il vous plaît, confirmez ce privilège ». Et il a toujours été confirmé jusqu'à la Révolution française. De 1150 à 1789, on a gracié un condamné à mort par an à Rouen. Et cette histoire, elle est incroyable parce que les chanoines faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a une année où François Ier dit « Il y a un gars dans vos prisons qui a tué un de mes sergents, je refuse que vous le graciez. » Eh bien, c'est lui qui choisissait. Et c'est lui qui était gracié. À l'inverse, un jour, Diane de Poitiers leur écrit. Alors, Henri II, Diane de Poitiers et le beau-frère de Diane de Poitiers, enfin, 3 personnes comme ça, écrivent. C'est Claude Chapuis qui lit les lettres devant le chapitre en disant « Il y a ce prisonnier, on aimerait bien que vous le graciez. » Et on ne comprenait pas bien pourquoi elle voulait gracier celui-là. Et en fait, il était coupable d'un crime dont son propre neveu était le complice. Et en demandant de gracier l'autre, comme on graciait les complices avec, son neveu avait été gracié. Et comme Diane de Poitiers, vraiment, il ne lui refusait rien, cette année-là, ils ont choisi de gracier celui-là. Et son neveu qui a été gracié s'est pointé le lendemain de l'Ascension devant le chapitre en disant « Je vais à la cour, si vous voulez que je fasse quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me demander. » Et Claude Chapuis est parti à la cour avec lui ce jour-là. Vraiment, c'était échange de bons procédés. Mais ce privilège, alors je pense qu'il existe dans d'autres villes sous un petit peu d'autres formes. Je ne pense pas qu'il soit unique. Je crois qu'à Vendôme, on m'a parlé d'un privilège qui ressemblait un petit peu à ça. Mais en tout cas, dans la durée, il est absolument unique. Et c'est fascinant de lire toutes les archives ecclésiastiques où on voit, parce que celui qui est gracié, des fois, il y a 42 crimes qui lui sont reprochés. Ça prend une 20aine de pages des archives du chapitre. Et c'est celui-là qu'on va gracier. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant de cœur, pour parler rapidement. Hein. Voilà, donc c'est intéressant ce genre de petites choses qu'on découvre comme ça en lisant. Donc une première fois, je vois que Claude Chapuis lit une lettre. C'est quoi cette lettre? Bon, très bien, je note dans un coin. Puis l'année d'après, il n'est pas là. L'année d'après, c'est lui de nouveau qui sollicite pour qu'on gracie, machin. C'est quoi Donc on remet un peu les choses dans l'ordre et on se rend compte que c'est une histoire absolument fantastique. Et le chapitre a été extrêmement malin parce que quand ils ont voulu remettre en cause la première fois, ils ont dit faut diligenter une enquête. Mais quand il y a eu l'enquête, les gens du chapitre ont été interrogés. Donc ils ont réussi à faire passer, dans le compte-rendu qui a été fait de cette enquête, ils ont réussi à faire passer toutes leurs revendications. Donc ça a été écrit une première fois, en disant que de mémoire d'homme, on se souvient qu'il se passait ça, Et donc la fois d'après, où ça a été mis en cause, ils ont reporté à ce document en disant « Mais nous, on a ça. Vous voyez, ça existe depuis longtemps. » Et le roi disait « Oui, donc on va le confirmer. » Et puis Charles VIII, en 1485, est présent quand le prisonnier défile devant avec la procession. Donc ça donne une solidité juridique à ce système-là. Et c'est fascinant de voir comment ils ont manœuvré
pour y arriver. Et à chaque fois que c'était remis en cause, à chaque fois, ils avaient la confirmation de ce privilège. Voilà. Ça fait 2 fois, hein. Au bout de 3, tu as une partie gratuite. J'ai repéré ce genre de pratique à 2 reprises en ce qui concerne les systèmes de grâce. Bon, tout d'abord, il existait le droit d'asile des espaces consacrés, et lorsqu'un condamné arrivait à s'échapper, à entrer dans une église, eh bien, il échappait à sa condamnation. C'est la raison pour laquelle les trajets entre les prisons royales et les lieux d'exécution étaient spécialement calculés pour ne passer devant aucune église. Et je ne sais plus dans quelle ville, il existait une tradition selon laquelle, lorsque le condamné était mené au supplice, si une jeune fille fendait la foule et l'entourait de ses bras, l'homme était instantanément gracié à condition qu'il l'épouse instantanément. Il fallait vraiment qu'elle le veuille. Quant à la prononciation de OI qui se prononce oui, on peut la retrouver à 2 niveaux chronologiques différents. Tout d'abord au XVIIe, quand on lit Corneille, quand on lit Molière, on s'aperçoit qu'il y a des rimes qui se terminent en OI qui doivent avoir la même assonance avec des mots en OA. Si OI ne fait pas OUE, eh bien la rime serait brisée. Et sinon, plus près de nous, il suffit d'écouter nos cousins québécois, parce que eux continuent de parler le français du XVIIe siècle. C'est nous qui avons changé la langue. Moi, ma grand-mère disait parfois oué à la place de ouah, et je me disais, mais quand même, c'est la campagne, elle parle bizarrement, mais non. Donc la rue aux ouais, elle aurait certainement dit ça aussi. Des questions ? Vous avez parlé de la période lyonnaise de Gabriel Chapuis et beaucoup de ses éditeurs, mais avez-vous pu reconstituer son milieu, les autres auteurs qu'il fréquente Assez peu. Trouver quelques traces dans les archives où il habite Du tout. Les seuls documents qui ne sont pas ses livres sur Lyon, c'est les 2 quittances où il est marqué comme prélecteur d'imprimerie. Si je marquais ça, Maître Gabriel Chapuis, prélecteur d'imprimerie. C'est tout. On ne sait pas du tout où il habitait, on ne sait pas du tout quelle vie privée il a pu avoir. On a soupçonné un instant qu'il a été très proche d'Antoine Duverdier, parce qu'il se renvoie la balle assez régulièrement. Duverdier parle de Gabriel Chapuis dans sa bibliographie. Chapuis dédie un livre à Duverdier, un livre à sa fille. Duverdier, il a eu 10 enfants, dont 6 qui sont morts de la peste, je crois. Enfin, donc il a dédié ce livre à une qui avait survécu. Mais à un moment, j'ai l'impression qu'ils rompent entre eux. Et Duverdier fait un séjour à Paris, on n'a aucune connaissance comme quoi il rencontre Gabriel Chapuis qui est installé depuis, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On a même pensé un instant que peut-être qu'ils avaient été homosexuels tous les deux. On a hésité à mettre ce chapitre, mais on n'était pas sûr de notre coup. En fait, dans les poèmes, c'est ambigu. Les mots sont ambigus. Gabriel Chapuis n'était pas du tout marié à cette époque-là, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il a peut-être été proche d'Antoine Duverdier, mais c'est vraiment le seul nom qui peut sortir des actes qu'on a rencontrés. Il n'y a aucun acte notarié où il est l'acteur principal. Voilà. Mais s'il était correcteur d'imprimerie, je ne serais pas surpris du tout de le voir habiter entre la Basse-Grenette, la rive de Saône, la place Confort au plus loin, et la rue Palais-Grier à l'est, hein, parce qu'il y avait une sorte de séparation géographique. Les grands imprimeurs libraires, ils se trouvaient rue Mercière et un peu rue Noire, mais lorsqu'on allait plus vers l'est, on trouvait le monde des relieurs, des faiseurs d'encre, des tailleurs d'histoire, et pourquoi pas des correcteurs. Le seul nom qui émerge un petit peu, c'est Louis Cloquemin, qui était un des éditeurs. Il a publié des livres de Gabriel Chapuis, mais comme beaucoup d'autres. Mais simplement, dans une des quittances, c'est la veuve de Louis Cloquemin donc elle devient veuve, et pour protéger les biens de ses enfants, elle passe une quittance, un acte notarié. Et donc on se dit peut-être que comme il est témoin, peut-être qu'il était prélecteur d'imprimerie chez Louis Cloquemin, mais il n'y en a aucune preuve de ça. Non, il part en 1583. Non, après, il est parisien.
Là, on le suit mieux parce qu'il y a ses mariages, le décès de sa femme, etc. On a davantage de choses. Mais à Lyon, la période est quand même assez courte et on n'a pas grand-chose. Il a été 9 ans en tout. Pour tout, il était 9 ans ici. Oui, Lyon était quand même un grand centre de traduction. Très grand centre. Puisque c'était une des richesses de la librairie lyonnaise d'éditer en différentes langues et de publier en différentes langues. Jean de Tourne. Et donc il y avait un milieu de traducteurs qui était assez important et qui était assez... Lyon et Paris étaient les deux grandes villes d'édition et de traduction. Et on pense que Gabriel Chapuis a vraiment suivi le mouvement. Il était à Lyon quand Lyon était en vogue et il est passé à Paris quand c'est Paris qui a pris le relais. Il suivait là où il pouvait avoir de l'argent. C'était le nerf de la guerre. Hein. Plus d'autres questions? Vous avez faim? Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce Merci à vous. très vivant. 1 kilo.